Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, photographe culinaire et illustratrice. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, je reçois Chloé, une femme carriériste qui ne pensait pas devenir un jour maman. Une fois enceinte, devenir mère devient une inquiétude. Chloé nous parlera alors de son angoisse de l'accouchement qui la poursuivra pendant toute sa grossesse. Longtemps taboue, elle décide aujourd'hui de lever le voile et de nous en parler en toute franchise. Je vous laisse écouter son témoignage. Bonjour Chloé et bienvenue dans le podcast. Salut Marjo et merci de m'accueillir. Ah mais c'est avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de toi et de tout ton parcours pour devenir maman, et puis donc la grossesse et aussi l'accouchement. Peux-tu te présenter si tu souhaites ? Oui, alors j'espère que je vais dire les choses suffisamment complètes. Donc Chloé, je suis mariée à Mathieu, ton frère, et nous avons un bébé de 15 mois qui s'appelle Mélissande. J'ai été plutôt carriériste dans quasiment toute ma vie et ma scolarité. Et j'étais commerciale dans un très grand groupe du CAC 40 jusqu'à la naissance de Mélinou. Et du coup, là, maintenant, j'ai complètement décidé de changer et je suis maman au foyer pour ma fille pour les au moins 3 prochaines années. Ok. Ouais, c'est du tout au tout, quoi. Tout à fait. Gros changement avec l'arrivée du bébé. As-tu toujours voulu être maman ? Alors, non. Comment dire ? En fait, c'est vraiment quelque chose, je me posais vraiment pas la question. Je pense que, comme toutes les filles, voilà, je me disais, une famille, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est partout, quoi. T'es une femme, tu vas avoir des enfants et tu vas être mariée. Et en fait, plus l'âge avançait et s'approchait du fameux moment où il faut tomber enceinte, quoi. Concrètement, ça arrive vers, l'âge à laquelle ta mère accouche en général. Donc moi, c'était vers 28 ans. Et là, plus ça s'approchait et plus je me disais, mais en fait, maman, je voyais pas du tout le truc. Je me voyais pas maman, en fait. Mathieu, oui, je voyais mon conjoint comme un papa sans aucune hésitation, mais c'était vraiment moi la question, le grand point d'interrogation, c'était moi. Donc, il nous a fallu, je te dis 28 ans, je suis tombée enceinte vers 33 ans. Donc, tu vois, il nous a bien fallu 2-3 ans avant d'arriver à la conclusion que si, quand même, je voulais tenter l'aventure. Et qu'est-ce qui t'a fait, du coup, ce déclic ? Est-ce que tu le sais ou tu sais même pas ? Non, en fait, il n'y a pas vraiment de déclic. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Mathieu m'a plutôt eu à l'usure, on va dire. C'est-à-dire que lui, c'était très clairement son projet, il voulait être papa. C'était quelque chose qui lui arrivait comme une évidence. Il concevait pas de pas avoir d'enfant. Il concevait pas de plus être avec moi. Donc ça, par contre, c'était très clair pour lui. Il me l'a toujours dit, si je voulais pas d'enfant, on restait ensemble. Mais pour lui, c'était très important. Et je le voyais interagir avec d'autres enfants. Et je voyais vraiment sur sa tête ce plaisir et ce désir d'avoir un enfant que moi, je ne lui procurais pas, quoi. Donc ça a vraiment commencé comme ça, en se disant, ok, aujourd'hui, moi j'aime Mathieu, je le vois vraiment malheureux de pas avoir d'enfant. Est-ce que moi, la peur que j'ai de pas être une bonne maman ou de pas vouloir être maman est vraiment supérieure au désir de voir mon mec heureux. Voilà. Et ça a vraiment commencé comme ça. Et en plus de ça, comme on a galéré à avoir des enfants, est-ce que moi je tombe enceinte, ça a fallu plus de 2 ans. En fait, ce projet il mûrit. C'est-à-dire que, tu vois, se dire, est-ce que je veux être maman, peut-être, quand tu penses que tu as 100% de chance d'y arriver, c'est pas la même chose que tu sors du rendez-vous et on te dit, en fait, ça va être très compliqué pour vous. Et là, quand tu as toutes tes chances qui te sont retirées, tu te dis, ok, en fait, maintenant, il faut arrêter de déconner. J'ai peut-être vraiment envie de devenir maman. Je veux pas passer à côté de ça. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ouais, ça te change totalement ta vision des choses, quoi. Ouais, tu vois, quand tu sais que tu vas avoir quelque chose, tu vois, moi, je vois, j'ai une amie, une très très bonne amie à moi, 3 enfants, elle est tombée enceinte la première fois, elle a essayé à chaque fois, quoi, tu vois. Donc, elle a fait que 3 essais pour avoir 3 enfants. Ça, c'est l'injustice, hein, on en a déjà discuté ensemble, c'est vraiment pas juste, hein, dans la fertilité, on n'est vraiment pas à tout égal, hein. Et je pense qu'elle prend ses enfants comme un acquis, tu vois, comme quelque chose que, bon, voilà, elle voulait les enfants, elle les a eus, et quand ça se passe pas bien, elle râle, et puis elle a toujours voulu être maman. Alors que moi, ouais, quand tu galères pendant 2 ans et que tu te dis, en fait, peut-être que moi, cette chance, je l'aurais pas, et je trouve que ça te change vachement.
en termes de mentalité et ça remanie beaucoup les cartes de ta vie, je trouve. Mmh. Oui, c'est un peu compliqué, quoi. De continuer à se dire, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que j'aurais dû le faire avant et m'en C'est ça. apercevoir avant. Enfin, tu te poses plein de questions, Ouais. quoi. Et puis en fait, il faut à un moment donné, enfin pour moi, dans ce genre de truc, il faut accélérer. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu voilà, tergiversé en mode oh là là, bon, ça fait 1 an qu'on essaye, on n'a pas d'enfant, on n'est pas pressé, on a que 30 ans et tout. Et bah, ça sera la suite de, je pense, de notre discussion. Mais en fait, quand tu commences à comprendre que en fait, tu vas pas tomber enceinte comme ça, et que si tu veux le faire, c'est des opérations, c'est peut-être une FIV, c'est perdre du poids en urgence, c'est voilà, c'est plein de choses qui se mettent en place. Tu peux plus être dans le peut-être. Ça va te demander du temps, de l'énergie, du moral, beaucoup de moral. Euh, et il faut y être, il faut se donner à fond. Et là, c'est là où on s'est vraiment dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on lâche? Et là, du coup, moi, j'ai dit, non, allez, on y va, on fonce. Et c'est sans regret, d'ailleurs. Ah donc oui, il te demandait, quand même si tu voulais, y aller, quoi. En fait, oui et non. C'est-à-dire que c'est très particulier si tu dis, on te demandait, si tu parles du personnel médical et de la société, les gens considèrent que tu veux une femme, tu veux un enfant. Voilà. Il n'y a pas de débat, en fait, hein, pour la plupart des gens. T'es une femme, tu veux un enfant, terminé. T'as 30 ans, t'as pas d'enfant, ça commence à tomber dans la catégorie t'es bizarre, tu vois. Et voilà, et puis même quand t'es carriériste, hein, même quand tu réussis, moi j'étais une très bonne commerciale, j'avais des super résultats, et ouais, mais le sujet principal, ça commence à tourner autour de, t'as pas d'enfant quand même, tu vois. Et ça, les gens, en fait, ils te demandent pas si tu veux y aller pour eux, c'est normal, tu vas vouloir y aller. Mais moi, cette discussion, c'est avec Mathieu que je l'ai eue. C'est est-ce que nous, on veut y aller, tu vois, est-ce que moi, je me sentais de le faire. Et c'est très privé, je trouve, comme conversation. Et trop de gens s'en mêlent, je trouve. Je suis bien d'accord. Donc t'as pas senti de pression, de Mathieu pour ça, avant même que tu saches que ça allait être compliqué? Il me l'a mise sans le faire exprès. Ouais. C'est-à-dire que quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on le voit, je te dis, cette fameuse amie là, qui avait 3 enfants et que je voyais bien qu'à chaque fois qu'elle avait un bébé, Mathieu, on y allait, c'était ah là là, le bébé. Quand elle nous a annoncé sa 2e grossesse, alors que nous, on n'en a toujours pas un, si tu veux, la tête de Mathieu, je l'oublierai jamais ce jour-là. Son monde s'est écroulé, quoi. Et Mmh. là, tu te prends des grosses gifles et c'est de la pression, mais pas, il me l'a pas mise en mode volontaire. Vraiment, il me l'a très clairement dit, je t'aime et si tu veux pas d'enfant, je respecte et on restera ensemble, tu vois. Très Mmh. dur, hein, comme conversation à avoir, hein. Mais donc Mathieu, non. Pas de pression de la part de Mathieu. Par contre, pression monstrueuse tout autour, quoi. C'est un peu comme la grenouille, tu sais la métaphore de la grenouille que quand tu plonges dans l'eau bouillante, elle s'en rend compte et elle saute, et du coup elle survit. Tu connais pas cette métaphore? Ah non, je connaissais pas. Alors, la métaphore, c'est de dire, en fait, quand tu prends une grenouille, d'accord, et que tu la jettes dans une eau bouillante, la grenouille a un réflexe de survie, elle saute immédiatement de l'eau. Elle ressort immédiatement, d'accord? Dommage que les homards ne fassent pas Non, ça. les homards n'ont pas cette capacité, les pauvres. Par contre, quand tu la mets dans l'eau, que tu fais bouillir progressivement, tu fais monter la température, en fait, la grenouille se laisse mourir. En fait, elle ne sent pas la température monter, et petit à petit, son corps s'habitue jusqu'à ce qu'elle meure. Et cette métaphore, c'est de dire, en fait, quand on est dans une situation qui devient petit à petit violente, et de pression, tu t'en rends pas compte parce que tu t'y adaptes en permanence, en fait. Mmh. Et jusqu'à un point de rupture, en fait. Jusqu'à un point de rupture où c'est l'équivalent de la mort de la grenouille, et pour nous, c'est une rupture. Alors que si d'un coup, tu vois, tu te prends une grosse pression du jour au lendemain, tu réagirais violemment en disant attendez, oh les gars, on se calme, tu vois. Mais moi, je l'ai vraiment vécu comme c'est insidieux, tu vois. Petit à petit, c'est t'approches la trentaine, les gens te demandent pourquoi t'as pas d'enfant, où t'en es, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et au début, c'est que ta famille, puis d'un coup, c'est des amis. Et puis moi, ça a été très loin parce que ça a même été dans le cadre de mon travail où j'ai un RH qui m'a refusé une promotion, entre autres, en me disant que ma priorité n'était pas ma carrière, mais bien de tomber enceinte. Non, mais alors ça, c'est carrément abusé. Mais ça s'est produit. Alors, bien évidemment, sans enregistrement, sans preuve, sans rien, mais c'est un entretien professionnel que j'ai eu avec un RH de cette boîte. Et c'est là où tu sens que la pression, elle est dans la société. C'est, on n'accepte pas l'idée qu'une femme puisse ne pas vouloir avoir ce projet, quoi. Voilà, ça, c'est la pression. Ouais. Ça, c'est la grosse pression. Ou que tu puisses pas. D'ailleurs, au passage, hein, nous, on avait ce projet à la fin. C'est juste qu'à un moment donné, j'y arrivais pas, quoi. Je pouvais pas tomber enceinte, j'y arrivais pas, tu vois. Et les gens, je sais pas, ça manque d'empathie. Tout le monde galère en plus, hein, quand tu discutes au fur et à mesure, tu découvres qu'en fait, il y a plein de femmes qui ont galéré, hein. Ah oui, tu le sais pas quand tu dans ce cas-là, au début. C'est ça. Mais les gens te mettent la pression. Je me dis, putain, pourtant, si t'as galéré, ne pose pas la question, tu sais que t'as galéré. Donc voilà, ça, ouais, la pression de l'extérieur, c'est énorme. Moi, j'ai trouvé que c'est très dur à vivre. Donc, et je le sens d'ailleurs maintenant qu'aujourd'hui j'ai un enfant, ouais, cette pression elle a complètement disparu, quoi. Même pour avoir un deuxième, là, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Et quelles remarques on pouvait te faire, du coup? Sur quoi, exactement?
Bah, sur le fait que pour l'instant tu n'avais pas encore d'enfant. Alors à part celui du travail du qui était coup? pas mal déjà. Ouais. J'ai eu pas mal de réflexions sur, est-ce que j'allais rendre malheureux Mathieu? Oh la culpabilité, Ouais, non mais j'ai eu pas mal de réflexions, mais même dans un cercle proche, mais pas forcément, tu vois, des gens méchants, mais genre: «Mais tu vu, Mathieu, il voudrait vraiment avoir des enfants», ouais, ça, je l'ai eu, pas mal. J'ai eu alors le fameux, alors ça, je ne supporte pas: «Mais c'est parce que tu es stressé». Écoute, mec, il y a des mecs qui tombent enc une nana qui tombe enceinte en étant, violée, ou autre, et je pense qu'elles étaient stressées quand ça s'est produit, tu vois? Donc et ça met toute la pression sur la femme, tu vois? C'est parce que tu es stressée, c'est parce que tu y penses trop, parce que forcément, c'est parce que c'est toi. C'est forcément que toi, c'est pas l'homme. c'est ça, mais c'est ça qui est fou. Mais on est 2 quand même dans la chambre au passage, hein, et lui de tout, d'accord? Mais quand même. Donc non, c'est ouais, c'est tu vois, c'est des petites réflexions comme ça, voilà, genre, tu es stressée, tu es angoissée, donc c'est ta faute, exactement ça, tu vois? Tu vas rendre malheureux ton mari, mais tu fais passer ta carrière en priorité. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Majoritairement, c'était ça, tu vois? Plutôt des petites réflexions. Ah oui, et que j'étais grosse. J'ai eu ça aussi. Mmh. J'ai eu de la chance exceptionnelle d'être suivie par une diététicienne qui est super et qui m'a beaucoup soutenue par rapport à ça, mais j'ai eu beaucoup de réflexions sur, oui, mais quand t'es enceinte, quand t'es grosse, tu produis trop de testostérone, alors du coup, ça vous empêche de tomber enceinte, il faut que tu perdes en urgence, X kilos, que j'ai réussi plus ou moins à perdre, hein, d'ailleurs au passage, mais pas tout. Et en fait, c'est pas vrai. C'est moi, j'avais un déséquilibre hormonal et certes, la perte de poids, pouvait sûrement améliorer le truc, mais il y a des femmes obèses américaines qui font plus de 250 kilos et elles tombent enceintes. Donc dire ça à une maman, voilà, c'est minable. Mais cette réflexion-là, c'est un professionnel qui te l'a faite? Ouais, j'ai eu les 2. Mmh. Ouais, en plus, ouais, c'est pas mal. Et je l'ai eu dans la grossesse aussi. Je l'ai eu pendant la grossesse, je me suis fait beaucoup juger, par rapport à ça, aussi par des professionnels. Alors tu as de tout, hein, tu as des professionnels très bienveillants et tu en as qui sont affreux, vraiment affreux. Ils mériteraient une baffe. Mais il faut être solide, hein. Donc voilà, en termes de réflexion que j'ai eue pendant la grossesse et avant la grossesse. Avant la grossesse, j'ai eu ça comme réflexion, ouais, de pression. Mmh. Du coup, est-ce que tu as culpabilisé du fait, de pas avoir voulu tout de suite un enfant et après de te dire: «Mince, je peux pas, enfin j'ai des difficultés à en avoir»? Oui, et je le vis d'ailleurs parce que j'ai une amie là actuellement qui vit la même chose que moi, c'est-à-dire qu'elle a 38 ans et elle a du mal à tomber enceinte. Et je sais ce que je lui ai dit, c'est que bah, du coup la culpabilité qui vient est énorme parce que tu te dis mais si je m'en étais occupée avant et là maintenant il y a l'horloge qui tourne et oui, tu culpabilises et on met tout sur la femme, tout. La Mmh. femme est responsable de son cycle, la femme est responsable de sa contraception, la femme est responsable de savoir qu'elle va pas tomber enceinte, la femme est responsable de tomber enceinte. Bah, elle tombe déjà. Ouais, non mais en plus c'est ça, tomber, tu l'impression que ça vient comme ça, tu sais? Oui, 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 c'est sûr que quand je suis sortie du rendez-vous de chez gynéco, et encore une fois, moi, avec le recul, hein, j'ai pas eu un diagnostic qui était dramatique, en fait. C'est juste que quand tu le Mmh. vis, c'est dramatique. On m'a annoncé, en fait, des polypes, donc, qui poussent sur la paroi utérine, en fait, et qui empêchent la nidation. Alors la nidation? La nidation, c'est donc quand tu as le petit embryon qui vient s'accrocher à ta paroi utérus pour, du coup, se développer après en bébé, quoi. Et en fait, le problème, c'est que si la paroi de l'utérus n'est pas adaptée, en fait, ton embryon, il peut jamais s'accrocher, et donc il meurt, en fait. Donc ça veut dire que moi j'ai dû faire plein de petites fausses couches, en fait, si tu veux. Mais sans t'en rendre compte? Bah, en fait, c'est très difficile de t'en rendre compte parce que tu sais, tu as des saignements et tout ça, mais quand c'est vraiment au début, en fait, voilà, tu t'en rends pas forcément compte. Et et comme tu dis, en plus de ça, combiné au fait que comme j'en avais un peu rien à carrer, ça se trouve, je suis passée à côté, j'ai même pas fait gaffe, tu vois? Enfin, j'étais pas donc c'est vrai que quand tu sors de ce rendez-vous, qu'on te dit: «Bon, bah, voilà, si vous voulez un bébé, eh bien, il faut perdre tant de poids, il faut vous faire opérer rapidement, ensuite, il faudra sûrement faire un petit traitement hormonal pour remettre d'aplomb, tu sais, bah, un cycle qui, du coup, était parti en sucette». Donc ouais, tu sors du rendez-vous, tu as 32 ans, 31 du coup, 32? Je me souviens plus, et tu te dis: «OK», bah, 2018, 32, et et voilà, et je m'étais dit: «Ben, est-ce que ça veut dire FIV? Est-ce que tu vois, si ça marche pas, est-ce que ça veut dire qu'on passe sur une FIV? Une FIV, c'est pas forcément un succès, c'est des piqûres, c'est, tu vois, enfin, ouais, grosse culpabilité de te dire que si j'avais peut-être commencé 3 ans avant, ça aurait pas été la même. Donc voilà. Après, mon expérience a servi à une ou deux copines qui, du coup, se sont lancées dans des bilans de fertilité un peu plus tôt. Et là, du coup, il y en a deux qui ont des problèmes de fertilité comme moi. Trois, hein, sur trois copines que j'ai qui se lancent, j'en ai trois qui ont des difficultés. Donc, mais pour le coup, l'expérience que j'ai eue, j'espère, leur a servi à se lancer un peu plus tôt dans un bilan de fertilité pour justement ne pas avoir affronté le moment où elles lancent le bébé et que ça marche pas, quoi. OK. Ça, ouais, c'était pas cool. Après, j'ai réussi à voir que j'avais un problème grâce à la symptothermie. Ça, je ne savais pas.
Est-ce que tu peux expliquer du coup? Ouais, donc en fait, j'ai arrêté la pilule à 27 ans, 28 ans. Et parce que du coup, je lisais de plus en plus d'études sur le fait que la pilule, c'était quand même une belle saloperie. Et des études sérieuses, hein, pas de complotistes ou autre, hein, vraiment un truc, je voyais bien que ça impactait ma libido, que ça impactait pas mal de choses. Et sauf que j'ai besoin d'avoir autre chose, tu vois, en termes de suivi. Mais comme en même temps, projet bébé, je m'en carrais un peu, si tu veux. Et bon, et ça venait pas. Et j'ai une amie qui fait ce qu'on appelle la symptothermie, donc qui est le suivi de ton cycle à travers l'observation de tes températures, mais aussi l'observation de ce qu'on appelle les glaires, qui permettent de détecter tes ovulations et tes plateaux lutéales, ton plateau lutéal, qui fait qu'on sait si une nidation est donc possible. Et c'est en faisant cette technique, grâce à cette copine, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un vrai problème après l'ovulation. Pas pendant, moi j'avais bien une ovulation, mais c'était après, le fameux truc que je te disais, où j'avais pas de nidation possible. Et c'est grâce à ça que je me suis rendu compte, et c'est grâce à ça que j'ai été voir un gynéco, et que je lui ai dit, ok, je pense qu'aujourd'hui j'ai un vrai problème, tu vois. Et Hmm. qu'on a enchaîné les examens. Mais si moi je me lance pas dans cette observation et tout, je sais pas, peut-être que ça traîne encore un an, cette histoire, tu vois. Mais ça m'a aidé à lutter contre la culpabilité, parce que je me dis que j'avais pris les choses en main. Tu vois, une fois que tu prends les choses en main, je trouve que c'est plus facile d'affronter la culpabilité. Bah, c'est surtout que je pense que tu avais déjà ce souci avant. Oui, 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 mais Que même si tu l'avais fait à 28, oui, mais tu vois, 28, quand tu veux avoir un enfant, c'est pas la même chose que quand tu te lances à 35, hein. oui, mais heureusement, dans les parcours PMA, ils priorisent les couples de plus de 30 ans. Ouais, Enfin, les femmes en tout cas, de plus de 30 ans, alors que à 28, il faut vraiment avoir une bonne raison pour qu'ils te suivent, ouais. pour qu'ils t'aident Il faut à... être vraiment en infertilité, quoi, ou en fertilité très très basse. Donc de toute façon, je pense que voilà, t'as pas du tout à t'en vouloir. Est-ce que du coup, tu as eu une aide psychologique avant de tomber enceinte pour cette culpabilité? Alors, j'ai eu une aide psychologique, mais pas du tout pour la culpabilité. Parce qu'encore une fois, moi, la culpabilité, je l'ai vraiment traitée dans l'action. C'est-à-dire que, tu vois, une fois que je me suis vraiment lancée en mode, ok, là, faut y aller, opération, machin, sport, tu vois, enfin, moi, je suis vraiment, une fois que je suis dans le mouvement, tu vois, que t'es pas dans l'attente en mode, ben, pourquoi je tombe pas enceinte, c'est affreux, ça a été. Tu vois, j'ai été suivie par des professionnels, j'avais confiance dans les gens en plus avec qui j'ai été suivie. Je te dis, j'ai une super diététicienne, j'ai une gynéco qui était exceptionnelle. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Mais par contre, j'ai eu un suivi psychologique, rien à voir avec ça. J'ai eu un suivi psychologique pendant toute ma grossesse et que je continue, hein, d'ailleurs, au passage, sur ma relation à la maternité. J'ai découvert avec assez de stupeur, du coup, que j'avais un vrai problème de l'image de ce que j'avais d'être une maman, tu vois, enfin, que je me projetais pas là-dedans, que je projetais pas cet enfant. Et encore une fois, dans la société où on te dit que c'est ton instinct maternel et que tu es faite pour être maman, et moi j'étais pas du tout dans ce cliché-là, tu vois. Mmh. Et ma seule amie qui avait des enfants, elle me parlait tout le temps comme ça. Moi je me disais, ok, bon bah moi j'ai un problème quoi. Oui. Bah oui, tu as eu l'impression de pas être normale ou... Exactement. Et je me disais, bah, je suis pas faite pour être mère, tu vois, ça se confirme. Et j'avais la pétoche d'accoucher. J'avais une pétoche, mais monstrueuse d'accoucher. Ma mère m'avait raconté son accouchement horrible. Ma grand-mère m'avait raconté ses différentes fausses couches et son accouchement affreux. Je te passe les amis en médecine qui t'ont raconté toutes les horreurs. Enfin voilà. Et du coup, ça s'est transformé, ça s'est focalisé en une peur. Toutes les femmes ont peur d'accoucher, hein, à part, je pense, deux, trois qui sont vraiment très courageuses peut-être. Mais il y a une peur naturelle qui est d'accoucher, hein, c'est la peur de l'inconnu, tu sais pas trop comment ça se passe et tout. Mais moi, ça en était passé à... Bah, l'angoisse, quoi. Ah oui, oui, moi j'étais dans la peur incontrôlée absolue, quoi. Donc du coup, j'ai commencé pour ces deux raisons-là un suivi psychologique qui m'ont aidé à un petit peu démêler ce qui se passait dans ma tête, quoi. Donc, Alors du coup, tu as sauté une petite étape, parce que là, du coup, tu es tout de suite dans la grossesse, mais avant ça, comment tu es tombée enceinte? Tout le parcours avant? ouais, parce que du coup, effectivement, le suivi psychologique, je l'ai eu que quand je suis tombée enceinte. C'est-à-dire une fois que j'ai été Voilà, c'est confrontée ça. au fait. Ok. Donc, pour tomber enceinte, c'est ce que je te dis, c'est que ça s'est vraiment étalé, on va dire, sur une période de 3 ans, en fait. 3 ans, 2 ans et demi, tu vois. Donc, bah, au début, je te dis, toutes ces discussions avec le conjoint pour savoir déjà, est-ce qu'on va se lancer, est-ce qu'on fait pas. Et puis, t'es un peu, je trouve, dans le mode innocent, quoi. Tu te dis, bon, bah, on y va, on se lance, on fait ça normal, tu vois. Enfin, j'ai découvert avec stupeur déjà que je ne savais pas quand j'ovulais. Je connaissais pas mes cycles. Pourtant, j'ai fait un Mmh. bac S, hein, spécialité bio, enfin voilà, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas mes cycles. J'étais tellement sous pilule, tu sais, que du jour où je me suis enlevée sous pilule, en fait, je savais pas quand il fallait faire le truc, tu vois. Donc, on le faisait n'importe quand. Alors, c'est bien hein, pour la libido, mais pour un projet bébé, c'est pourri, tu vois. Donc, c'est cette amie avec la symptothermie qui, du coup, m'a dit attends, mais tu fais n'importe quoi, tu t'es jamais dans les bons trucs. Donc, déjà, première stupeur, je me rends compte qu'on est, en tant que femme,
On nous apprend quasiment pas ce genre de truc. Ou alors on dit ah mais c'est J-14, tu sais pas quoi, quelle connerie là. En fait, pas du tout, parce que Bah, en fonction des femmes. exactement, on n'a jamais les mêmes ovulations. On en a qui ont des périodes des cycles très courts, d'autres qui très longs. Mais on te dit une femme, c'est 28 jours et l'ovulation elle est à J14. Bah, tu sais quoi, mon ovulation elle était jamais à J14. Hein. Donc j'ai dû me brancher sur ça. Ensuite, j'ai dû me faire opérer. Donc, comme je t'ai dit, j'ai eu un bilan de fertilité. Où là, bah, j'ai eu la totale. Hein. On te fait des échographies, on te fait des prises de sang, on te fait une analyse du col de l'utérus, on te fait vraiment la totale, quoi. Et j'ai eu un diagnostic relativement, entre guillemets, je te dis, comment dire, pas grave, puisque c'était opérable. Tu vois, il y a pire que moi. Donc des polypes qui avaient poussé sur ma paroi utérine, qu'il fallait absolument enlever. Un léger dérèglement hormonal qui a été réglé par la suite par ce qu'on appelle du Dufaston, qui est en fait de la progestérone, qui intervient sur le second cycle de la femme, le cycle lutéal. Et j'ai dû perdre du poids, voilà, pour que ça favorise en fait, comme je disais, la prise de poids développe la testostérone, qui n'est pas une hormone amie quand tu essaies de tomber enceinte. Donc j'ai fait ça en parallèle. Mon conjoint, lui, a dû aussi faire un bilan, tu sais, de fertilité. C'est des grandes histoires pour les hommes, ces histoires-là. C'est parce que déjà la société leur dit que le problème c'est pas eux. Donc si tu veux, ça vient vraiment en second recours, quoi. L'analyse de la fertilité de l'homme, c'est ah bon, faut y aller, mais pourquoi mais moi je suis viril, je produis. C'est très tabou, Ouais. la fertilité de Ah, l'homme. moi j'ai de la chance, encore une fois, Mathieu était très motivé pour le projet bébé. Très, très, très motivé. Donc du coup, quand on lui a dit mec, il faut y aller, il s'est pas posé la question. Enfin, c'était ok, oui, s'il faut y aller, comment il faut faire. Par contre, ces 3 amies dont je te parle, elles ont certaines d'entre elles ont des maris qui refusent de faire le bilan de fertilité ou qui repoussent le truc parce que ça peut pas venir d'eux, parce que voilà. Après, c'est sûr que c'est des histoires assez drôles, hein, quand le mec te raconte comment ça se passe. Voilà, bon, ça vaut à mon avis toute une discussion qui est pareil, ils sont pas préparés, on leur dit pas exactement ce qui s'y passe, tu vois. C'est très très bizarre. Donc voilà, et donc on a commencé tout ça. J'ai été opérée en décembre 2018. On s'est rendu compte que mes cycles étaient déconnants. Du coup, là, tu dois te reposer 2 mois après l'opération, parce que ton utérus a quand même été opéré, hein, donc il faut le laisser se reposer. Au bout de 4 mois, on s'est rendu compte que mes cycles étaient donc toujours déconnants. Là, je suis passée sous du faston. Et ça a complètement déréglé mon ovulation. On s'en est... Alors c'est quoi du Du faston? faston, c'est de la progestérone, tu vois, qu'on te donne pour t'aider. Et en fait, il se trouve que je suis tombée enceinte complètement par hasard. Mais vraiment, enfin, normalement, j'ovulais entre J18 et J22, pour te donner une idée. Et là, je suis tombée à J9, tombée enceinte à J9. On était complètement hors fenêtre. Mais je pense que c'est cette fameuse... On a eu de la chance, si tu veux, de faire ça à un moment donné où le Dufaston a dû intervenir. Et du coup, c'est vrai qu'on n'y pensait pas, on n'était pas dans le truc, j'ai pas du tout surveillé, enfin, et c'est vraiment avec stupeur qu'on a découvert 1 mois après que j'étais enceinte. On n'y était pas du tout, ouais, préparé, hein, c'est con, hein, ça fait 2 ans et demi qu'on essayait, mais on pensait pas que ça allait marcher là, si tu veux. Donc c'était une très bonne surprise, hein, mais donc voilà, c'est comme ça que je suis tombée enceinte. Ok. Et alors là, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Moi, c'est là où toutes mes angoisses se sont enchaînées. Donc c'est-à-dire que le processus de tomber enceinte, c'est quelque chose que j'ai trouvé très stressant. Très, tu sais, sous pression, comme on a dit, hein, tu vois, ça vient de partout, machin, et t'y arrives pas, et c'est ta faute et tout, mais pas d'angoisse, tu vois. Peu de culpabilité, malgré tout ce que j'ai dit, dans le sens que je te disais, voilà, une fois que j'étais dans l'action, j'ai considéré que je faisais quand même ce qu'il fallait. Et en fait, de tomber enceinte, c'est là où tu te dis, ok, maintenant, c'est réel, tu vois. Il y a vraiment un truc qui se produit, quoi. Donc, il y a le côté, et là, moi, c'est là où je te dis, j'ai réalisé, j'avais des angoisses. C'est là où, à ma grande horreur, j'ai découvert que je me sentais pas être maman. D'accord, tu avais pas réalisé avant que ça pouvait t'angoisser, donc c'est arrivé à ce Oui, moment-là? Parce que c'était concret, oui, du c'est exactement ça. C'est-à-dire que avant, je savais que je me sentais pas maman. Tu sais, c'est ce que je t'ai dit dans mon projet et tout. Je me voyais pas trop maman, mais c'est pas une angoisse, tu vois. C'est plutôt un style de vie. Je me sentais pas être maman en style de vie. Tu vois, je voyais mes copines avec des gamins. Moi, j'aimais bien regarder Netflix le soir. J'aimais bien sortir. On aimait bien, tu vois, aller voir nos amis et tout. C'était plus un style de vie que un truc vraiment au fond de mes tripes en me disant, ok, dans 8 mois, il y a un bébé. Est-ce que je me sens d'être une maman, tu vois? J'ai cette image en tête, tu vois, de ce que ça doit être une maman, je pense, à l'époque, que j'ai déconstruit hein, depuis, mais et je me disais, je vais jamais y arriver. Je peux pas, tu vois, je sais pas faire. Et en fait, cette grossesse, je l'ai vécue sous ce, tu vois, sous ce chapiteau-là, vraiment de l'angoisse ultime, ouais, de pas être au niveau. J'ai une relation très compliquée avec ma maman, une relation très compliquée avec ma grand-mère maternelle, qui a eu aussi un rôle de maman dans ma vie. Et en fait, ces 2 figures maternelles-là
ont fait que, ouais, je savais pas ce que ça voulait dire d'être une maman, tu vois. Je savais pas ce qu'on attendait de moi. Puis est venu tous les commentaires du style alors tu l'aimes ce bébé? Il a 2 mois, non, tu vois, je l'aimais pas ce bébé. Et Ça, c'était pendant la quand? grossesse, Ah oui, d'accord, parce que 2 mois de grossesse, 2 tu veux mois de dire? grossesse, tu vois. Mais les gens commencent à te parler de l'embryon comme si c'était un bébé, tu vois. Et est-ce que tu l'aimes? Et tu vois, enfin, À 2 mois de grossesse, c'est quand même ouf, enfin, i tu risques de le bah perdre oui, en plus. mais ça, c'est un autre tabou qui est magnifique aussi d'ailleurs. Ne pas dire que tu es enceinte. Mais ouais, moi j'ai eu pas mal de pression sur ça. Et à chaque fois, il me disait, mais tu parles pas à ton bébé là? Même Mmh. à 6 mois de grossesse, tu vois. Non, non, je lui parle pas, j'ai rien à lui dire, donc non, je lui parle pas en fait. Enfin, c'est très mal perçu. La psy m'a dit que, donc je suivais, elle me disait aussi que c'était ma façon aussi à moi de me protéger. J'y croyais tellement pas d'être enceinte que j'étais terrorisée à l'idée de le perdre en fait. Et du coup, je mettais beaucoup de barrières pour pas m'attacher à cet enfant tant que je le voyais pas. Et comme j'étais convaincue que j'allais mourir à l'accouchement, bah ouais, c'est une angoisse que tu contrôles pas en fait, hein. C'est vraiment terrible. Que moi j'allais mourir, que le bébé allait mourir, si tu veux, j'avais ça en tête. Et du coup, je faisais tout ce que je pouvais pour pas m'y attacher. Et j'ai vraiment vécu une grossesse complètement détachée du bébé. C'est très particulier. Ouais. Après, c'est pas, enfin, c'est juste les autres qui te jugent. C'est surtout ça. Mais toi, après, c'est pas grave que tu ne sois pas attaché à quelqu'un qui n'est même pas encore né. Ben, c'est ce que ma sœur m'a dit. Ma sœur était un gros soutien pour moi là, dans cette période-là, en disant qu'elle trouvait que j'avais plutôt une réaction rationnelle, tu vois. Mais oui. Mais autour de toi, je te garantis que aujourd'hui, c'est très mal perçu je te dis même mes meilleurs amis, ma mère, ma grand-mère, enfin, c'était vraiment comment est-ce que mais tu kiffes pas ta grossesse? Écoute, je viens de passer 2 heures au fond de la cuvette des toilettes, là. Non, je suis pas en train de kiffer ma grossesse, tu vois. J'ai une sciatique, en plus, j'étais encore au travail, donc j'ai fait une espèce de burn-out au boulot parce que j'arrivais pas à gérer ma grossesse et le taf en même temps. Donc, non, j'étais pas en train de kiffer ma grossesse. Non, j'étais pas en train de kiffer ma grossesse. Non, c'était clairement pas le bon moment de ma vie, quoi. Et donc, j'arrivais pas à kiffer ce bébé, tu vois. Bah Je oui. voyais ça comme les nausées, les remontées, tu vois, enfin le mal de dos, le mal de bide, le truc qui devient énorme, mais pas en mode oh j'ai mon tout petit bébé qui va arriver. Ça j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu du diabète de gestationnel, tu vois. Oui, en Donc plus. ça personne t'en parle aussi, mais par contre quand tu l'as, tout le monde t'en parle. Pareil, énormément de culpabilité sur ça. Tu veux parler de la culpabilité qu'on met à une maman, c'est monstrueux sur ça, hein. Donc et si tu manges ça, tu vas tuer le bébé, et là, gna gna gna, et puis Mais tout ce qu'il faut pas manger pendant la grossesse, c'est un truc de voilà. dingue. Et ben quand tu as un diabète, c'est puissance 10. Ouais. Moi, je fume pas et je bois pas, hein. Donc, tu vois, on aurait pu me dire, c'est bien. Non, non, ça l'est pas. Par contre, le papa, lui, il peut se goinfrer, hein, tout ce qu'il veut. Zéro, Ah bah oui, bah c'est bon, il a mis la graine. il a planté et c'est cassé. Après, c'est à toi d'arroser tous les jours. C'est ça. Compte jardinier, c'est toi, quoi. Donc, ouais, non, ça c'était dur, ouais. Les réflexions pendant la grossesse sur ça, ouah. Et tu vois, si je retourne enceinte, je pense que je le vivrais vraiment différemment parce que maintenant, je sais ce que c'est que d'avoir un bébé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aurais Mhm. plus de facilité à me projeter. Mais la première grossesse, franchement, j'ai vécu les 4 premiers mois en mode c'est affreux. Et même si je dois un jour retomber enceinte, je t'avoue que j'appréhende énormément. Parce que les 4 premiers mois, on te parle que de fausse couche. Tout le monde te dit il faut pas t'attacher à cet enfant, mais en même temps on te reproche de pas être maman. T'as plein d'échographies pour vérifier que c'est pas un œuf clair, que c'est pas, tu vois, que il a bien son cerveau, qu'il a bien son cœur, que tu vois, t'es là, mais c'est affreux de faire des échographies pour ça. Et à 4 mois, tu as la fameuse prise de sang tu sais, pour la trisomie. Donc là, pareil, quoi, on te met une pression monstrueuse sur ça. Si jamais tes résultats sont pas bons, on te refait faire une prise de sang pour t'assurer que est-ce que le bébé est trisomique ou pas. Pareil, quoi. Après, on t'explique bien qu'après, c'est à toi de choisir si jamais il faut un avortement thérapeutique. Enfin, tu vois, t'as 4 mois de grossesse, t'as passé 4 mois à faire que ça, quoi. Difficile de kiffer, je trouve. Je pensais que c'était 3 mois, C'est tu vers vois. jusqu'à... Ouais, moi, je crois que je l'ai appris à 3 mois et demi, tu vois. J'ai en tête vraiment que les 4 mois, ça a été la fin de mes nausées et la fin du gros stress intense autour de tout ce qui était prise de sang et tout ça. Ouais, et t'as de la chance pour les enfin, t'as de la chance, entre guillemets, hein. Pour les nausées, ça s'est arrêté parce qu'il y en a, ça dure toute la Ah ben moi grossesse, j'ai les enchaîné nausées. avec d'autres trucs si tu veux. J'ai les nausées Oui. qui se sont arrêtées et après moi j'ai eu tout ce qui est remontée gastrique, brûlure d'estomac, enfin tu vois j'ai d'autres trucs à côté qui étaient Bah, les joies de la femme ouais, enceinte. ouais, tout ce qu'on veut pas te dire, tu vois. Donc non, c'était vraiment Mais non, parce que c'est merveilleux. oui, oui, mais tu sais que Florence Foresti c'est un sketch, mais je me dis cette nana au moins elle a dit des trucs vrais, tu vois.
et pas ce que tu lis dans les magazines ou ce que tes mamans ou des fois tes mères te racontent ou tes amis ou et je pense que les femmes ont le droit, hein, de kiffer leur grossesse, c'est pas le débat, hein. Il y en a qui je pense, qui vraiment vivent ça super bien, tu vois? Je trouve juste qu'on devrait donner le droit à une femme de dire: «Moi, j'aime pas». Mais c'est vrai, parce qu'en plus, déjà toutes les grossesses sont différentes. Si tu retombes enceinte, tu auras peut-être une grossesse qui n'a rien à voir et qui est plutôt, on va Oui, c'est dire, ça. cool, Mmh. avec beaucoup moins de symptômes, on sait pas. Donc oui, forcément, dès que tu as plein de points négatifs, comment tu veux aimer la grossesse, quoi? Mais tu Enfin, peur. Honnêtement, moi, je me souviens, tous les matins, jusqu'à 6 mois, je pense, je vérifiais si j'avais du sang dans ma culotte. tous les Tous les matins. matins. Tous les matins, je me levais et je me disais: «Est-ce que là, j'ai perdu bébé?» tu vois? Ouais, du coup, là, je rejoins le côté psychologique où tu avais peur Ah de oui, le oui. perdre. Ah oui, oui, mais tous les matins, je checkais en me disant, «Bon, bah, là, ça y est, c'est fini», tu vois? Et bien évidemment, c'est pire sur les 3 premiers mois, hein. Les 3 premiers mois, c'est catastrophique, c'est même plusieurs fois par jour, tu vois? Ouais. Tu terrorisée parce que tu te dis: «Voilà, est-ce que ça va m'arriver? Qu'est-ce que je fais?» Après, c'est la peur d'avoir un enfant handicapé. Qu'est-ce que je fais si c'est un test avec un enfant handicapé? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Ça, c'est des choix très privés aussi à faire, tu vois? Et à 2 en plus. Ouais, donc non, non, vraiment, ouais, ça, j'ai continué mon boulot jusqu'à 4 mois et demi. Après, ils m'ont arrêtée. Pareil, niveau empathie et soutien au boulot très compliqué, donc je t'ai dit, j'ai fait, Pourtant, ils t'ont dit que la priorité, c'était pas que tu sois oui, enceinte. Et là, comme par hasard, ils changent de discours. en fait, pareil, ça, c'est un autre débat, hein, mais c'est de dire moi, l'analyse que j'en ai faite, c'est de dire: «On pousse les femmes» en France, c'est très vrai, hein, on pousse les femmes à tomber enceintes, d'accord? OK, mais après, il y a rien qui est fait, en fait. C'est-à-dire, on te demande, par exemple, de reprendre le boulot à 2 mois et demi. Moi, je peux t'assurer que maintenant que j'ai eu un bébé à 2 mois et demi, le bébé, il est pas prêt d'être tout seul à la crèche, en fait, et la maman, elle est pas forcément prête à donner son bébé, tu vois? Et il y a rien qui est fait. Rien qui est fait pour accompagner l'allaitement, rien qui est fait pour soutenir une maman qui veut, tu vois, s'occuper de son bébé. On a un congé parental de merde qui est payé 300 balles le mois. Non mais, je veux dire, aujourd'hui, il y a des pays qui font mieux que ça, hein, large, mais même en Corée ou au Japon. Et on parle de pays, c'est pas les mieux en termes de, tu vois, de conditions de la femme, hein. Mais les papas ont des congés, ils sont payés. Et aujourd'hui, les boulots, les entreprises, la femme, c'est vu comme un, Un ouais, comme boulet. un boulet, exactement. Mais totalement. Et en plus, enfin, moi, je comprends toujours pas qu'en France, le congé paternité ne soit pas le même que celui de la Mais oui, mère. oui, oui. Mais bon, c'est un Oui, autre débat, hein. exactement. Mais ça tourne quand même, on revient toujours au truc de, bah, la grossesse et l'accouchement et le après, ça se passe des fois aussi Mais mal oui. parce que, bah, la femme, on lui demande d'être pareil, aussi performante. Tu moi, je suis commerciale. Comment tu vas être performante quand tu as un bide comme ça, que tu vomis, que prendre la voiture, tu es même pas sûr que tu vas arriver à franchir ton parking sans dégueuler, sur le bord de la route. Le nombre d'histoires de femmes qui vont dire: «Ah mais moi, à 4 mois de grossesse, je vomissais tous les 500 mètres». Bah ouais, ouais, et tu trouves ça drôle en fait, parce que moi personnellement, arriver en puant le vomi chez mes clients, ça me faisait pas rire, tu vois. Enfin, la pression, le stress, et les collègues, les entreprises sont pas adaptées, par exemple la mienne, hein, boîte de CAC 40, hein. On parle pas de la petite PME où il y a 10 pecnos qui sont en train de se battre en duel, hein. Aucun mépris par rapport aux pecnos de la PME, je veux dire, 10 personnes qui se battent en duel. Moi, ils auraient dû pouvoir embaucher quelqu'un pour me remplacer, pour me soutenir. Que dalle. Zéro. Donc j'ai fini en catastrophe, en arrêt ouais, en arrêt, carrément, tu sais, congé maladie, quoi. Parce que, bah, là, pour le coup, il y avait un vrai danger, si tu veux, qui s'est confirmé 2 mois après, puisque j'ai eu un risque de, ce qu'ils appellent une MAP, qui est une menace d'accouchement prématuré. Ouais, Donc ouais. début février, et en fait qui s'est cumulé, si tu veux, avec le stress de la fin du boulot, parce que j'ai arrêté début janvier, sûrement des fêtes de famille où j'ai géré de façon pas forcément raisonnable, si tu veux, c'est moi qui ai accueilli la famille, c'est moi qui ai fait les repas, c'est moi qui étais debout, j'ai fait tout, tu vois. Puis ça a été suivi de l'anniversaire de mon conjoint, puis ça a été suivi de je sais pas quoi, et en fait, bah, début février, on m'a dit, ben là maintenant, Et le Covid. oui, mais qui est arrivé après, juste après. Début février, avant le Covid, et Dieu merci, j'étais hospitalisée avant qu'il y ait tout ça. Il m'annonce que du coup, bah là maintenant, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et tout. Il faut arrêter tout. Il faut s'asseoir et il faut attendre. Donc hospitalisé une semaine, où on te fait écouter le cœur de ton bébé tous les jours pour s'assurer qu'il est toujours là. Injection en urgence de cortisone pour que ton bébé, ses poumons se développent en urgence au cas où il sort prématurément. Grosse période à nouveau, bah là, t'en veux là de la culpabilité, là, je peux t'assurer que j'ai pris ma dose, hein. Je faisais le diagnostic, j'étais chez la gynéco, tu sais, parce que tu fais des checks réguliers. Et je vais chez la gynéco, mais le fleur au fusil, hein, j'y allais pour faire juste un bilan, tu sais, de grossesse. Et j'avais fait mon échographie une semaine avant. Donc je savais que tout allait bien. Si tu veux, je me suis pas posé la question. Et Mhm. là, elle me met sur la table, elle me touche tu sais, le col, et puis je vois à sa tête qu'il y a un truc qui va pas, tu vois.
Elle me dit, bon, on va aller faire une échographie. Je dis, là, maintenant? Mais j'en ai fait une la semaine dernière. Elle me dit, non, il faut qu'on aille faire une échographie. Et en fait, en faisant l'échographie, ils se rendent compte que le bébé est très bas. Et qu'en fait, à tout moment, elle peut percer la poche et que je peux accoucher. Si tu veux, moi, je suis à 6-7 mois de grossesse, je peux te garantir que j'étais pas prête, hein. Et là, ça devient concret très vite, hein. Donc, j'ai dû appeler mon conjoint en lui disant, bah écoute, je rentre pas à la maison, je suis hospitalisée en urgence. Et je suis restée une semaine à l'hôpital. Il a dû avoir très peur aussi. Oui. Et pareil, hein, même pour lui qui voulait absolument être papa, et je me souviens qu'il m'a dit, c'est là où ça devient concret, quoi. Tu sais, quand on t'appelle en disant, bah écoute, je peux accoucher à tout moment. Il me dit, j'avais beau me dire que j'étais pressée d'être papa, il fait, ça met une gifle, quand même. Donc, on a eu de la chance, ça s'est bien passé. Je suis restée très sage assise sur mon canapé sur le mois qui est resté, le mois et demi qui est resté. Et par contre, effectivement, dès que j'ai recommencé à bouger, dès qu'ils m'ont donné le go, j'ai accouché une semaine après. Donc, sachant qu'en plus, si tu veux, c'était très compliqué parce que à cause de cette map, j'avais interdiction de bouger avant. Alors, je vais te dire n'importe quoi en termes de date, tu m'excuses, mais en gros, j'avais interdiction de bouger jusqu'au lundi 21 mars, mais je devais absolument accoucher avant le 1er avril. Parce qu'à cause de mon diabète gestationnel, l'hôpital refusait de prendre le risque de faire accoucher un bébé à terme. Alors que ma fille allait très bien, mais c'est des décisions de médecins, voilà, ils veulent pas prendre risque. Et donc du coup, ils m'ont foutu de la cortisone pour me maîtriser le bébé, mais la cortisone, ça développe le diabète gestationnel. Voilà. Donc du coup, j'ai été interdite de bouger jusqu'au 21 mars. Mes taux de diabète ont explosé. Du coup, comme le diabète explose, on te dit, bah là, madame, par contre, il faut vous faire accoucher vite, au 1er avril. Tu pouvais pas plutôt bouger? Tu devais pas plutôt... Enfin, ça aurait été bien que tu bouges plutôt, tu sais, tu sois active pour te faire accoucher et non pas te donner de la cortisone. En fait, le problème, c'est qu'un bébé qui arrive avant une certaine date, il est considéré comme grand prémat. Ouais, mais non, mais à partir du 21. À partir du 21, je me suis bougée. C'est-à-dire D'accord. que du jour où j'ai eu le go pour bouger, j'ai recommencé à faire plein de trucs, à aller marcher, à faire des trucs. Mais si tu veux, tu vois, c'est très court comme délai, tu vois, entre Ouais. madame ne bougez pas parce que bébé va être trop prématuré et par contre maintenant ça serait bien de vous bouger parce qu'il faut accoucher avant le 1er, tu vois. Et moi j'ai eu de la chance, Mélissande est arrivée le 28. Donc j'ai eu beaucoup de chance, la petite tu vois, elle a tout donné ce qu'elle avait dans les dernières longueurs. Mais pareil, c'est du délire, c'est très médicalisé, tu vois. C'est-à-dire que on va t'injecter de la cortisone, on va te faire péter ton diabète, et à côté de ça, tu vas avoir les autres qui vont te dire, bah ouais, mais maintenant qu'on a fait ça, faut déclencher l'accouchement. Mais oui, non, mais ça paraît logique en tout cas pour nous qui ne sommes C'est ça. pas... Puis t'as très peu de communication entre le médecin qui prend la décision de t'injecter de la cortisone, parce que lui, il est responsable, en fait, tu sais, du bébé, du machin et tout. Mais t'as de l'autre côté l'obstétricien qui dit, ouais, mais là, par contre, moi, le bébé en diabète, on fait pas accoucher après telle date, tu vois. Voilà. Ouais, j'ai trouvé que la grossesse, c'était, enfin, pour moi, tu vois, et pourtant, encore une fois, tout le monde me dit, oh, mais ça va, mais moi, c'était une grande période de stress, d'angoisse, beaucoup de remise en question. Ça, faut quand même dire le positif aussi, hein, parce que la conclusion, c'est quand même que ça m'a énormément brassée. Et pour le coup, moi, j'ai eu un vrai déclic à la naissance de Mélie. Voilà. Et du coup, t'as pas eu de... Enfin, c'est ce que m'a dit Mathieu, tu n'as pas eu de cours de préparation à Non, l'accouchement. non. Mais zéro. Oui, oui. À cause du Covid. Oui, voilà, ça c'était très magique. Toi qui es angoissée en plus pour l'accouchement, ça aurait été pas Ah, mal. mais moi, ça a été tellement. Bon, bref, c'est. Donc, le Covid est arrivé quasiment en même temps que Mélinou. Et effectivement, j'étais suivie par une sage-femme. Et je tiens à dire, vraiment, c'est très, très, très important. Je ne saurais pas insister à ce point. Il faut avoir confiance dans sa sage-femme. Il faut avoir hyper confiance et il faut être hyper à l'aise avec sa sage-femme. Moi, je ne l'étais pas. Je m'en suis pas rendu compte forcément tout de suite. J'étais pas à l'aise avec elle. Elle me faisait toujours des petites réflexions, tu vois, des trucs où elle me prenait vraiment pour une débile, quoi. Et j'ai horreur qu'on me prenne pour une débile. Tu vois, genre, je me souviens très bien d'avoir eu un échange avec elle, tu sais, avec toutes les mamans, tu sais, ce que tu fais moi, je faisais de la natation avec elle, tu sais, pour préparer. Et elle nous demande de poser des questions. Et j'ai posé vos questions, et en gros, moi, je demande, est-ce que quelqu'un a déjà accouché sans péridurale? Pour savoir ce que ça donnait, tu vois. Et là, elle éclate de rire, et elle regarde les autres mamans en disant, qu'est-ce qu'elle est mignonne! J'ai 35 ans, hein. J'en ai pas 20, tu vois. Et tu vois, et elles sont toutes mises à rire. Ça me faisait penser un peu à la cour de récré. Genre, Ouais. la vilaine fille à rigoler, donc tout le monde se calquait sur la vilaine fille pour se moquer de moi, tu vois. Et moi, j'étais là, je les regardais, elles avaient toutes 30 ans, ces nanas. J'avais envie de dire, mais ça vous semble vraiment débile qu'on pose une question, ça, si aujourd'hui il est possible d'accoucher sans péri, tu vois. Enfin, je trouvais pas ça. Bah déjà, ce genre de groupe, t'es pas censé te moquer parce que justement, c'est fait Voilà, pour ça. exactement. L'ouverture de la parole était très limite. Mais voilà, mais moi, tu vois, je me suis pas posé la question plus que ça, en fait. Tu vois, je me suis dit, bah, sympa, sympa. Oui. Et en fait, c'est faux. C'est faux parce que c'est exactement ce que tu dis. C'est juste que ces groupes, comme tu dis, pour moi, c'est hyper important de pouvoir parler, poser des questions.
Et s'il y a une époque de ta vie où tu as le droit d'être débile et d'être angoissée, c'est bien là. On peut pas être parfaite et on peut pas savoir exactement ce que c'est que d'être maman. Il y en a sûrement avec qui ça arrive très bien, mais je suis sûre qu'on est plusieurs à galérer et à avoir peur pendant nos grossesses, tu vois. Et ça devrait pas, et c'est pas le rôle de la sage-femme de se moquer. Et ça aurait dû être pour moi un signal très fort, qui n'a pas été. Et en fait, effectivement, quand le Covid est arrivé, je devais faire mes séances de prépa, elle me les avait mises les 3 dernières semaines de mars. Sachant que, tu l'as compris, c'était déjà très tard, puisque moi j'étais déjà en MAP. Bah oui, c'est Donc bizarre. je lui avais dit, hein, je l'ai appelée, quand j'étais hospitalisée, que j'avais besoin d'avancer mes séances. Déjà, elle pouvait pas parce qu'elle m'a dit qu'elle était débordée. Ce que je veux bien croire parce que j'ai lu vraiment partout qu'aujourd'hui les sages-femmes c'était quand même très dur, elles sont sous-effectifs. Mais n'empêche que je lui annonce que je suis en MAP, c'est mon premier enfant, je risque d'accoucher avant la date qui était le 15 avril, j'ai accouché le 28 mars, et elle me met ça les 3 dernières semaines, si tu vois, c'était compliqué. Le Covid arrive, et en fait, elle m'a annulé toutes les séances. C'est-à-dire, elle m'a pas fait de WhatsApp, elle m'a pas appelé, on n'a même pas pu en discuter, rien, elle m'a annulé les séances. En me disant, je vous recontacterai pour qu'on fasse du Zoom, là. Et en fait, elle m'a jamais rappelé, jamais. Donc, tout ce que j'ai eu comme renseignement, c'est ma mère qui m'a expliqué qu'elle a failli mourir en faisant quand tu fais de la haute tension au moment de l'accouchement. Et ma mère qui me racontait son accouchement affreux, ma grand-mère qui m'a raconté ses histoires rocambolesques, ce que tu trouves sur Internet. Laisse-moi te dire que sur Internet, tu trouves, tu tombes un peu sur tout. Donc, du coup, je me suis retrouvée à prendre des informations qui étaient limites, tu vois, et pas avoir surtout d'infos réelles sur scientifiquement, en tout cas, ce qui allait se passer dans mon corps au moment de l'accouchement. Et donc, quand on a été à l'accouchement, bah, j'étais pas prête. Clairement, j'étais pas prête. Et non, ça, c'était vraiment, et je lui en ai beaucoup voulu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette sage-femme, j'en ai beaucoup voulu. Peut-être que j'ai tout cristallisé sur elle, hein, mais, Ah bah non, mais là, vu de l'extérieur, tu peux lui en bah, en vouloir. tout cas, nous, on lui en a voulu. Il n'y a pas qu'elle, mais bon, en C'est partie. ça. Nous, on lui en a voulu. Vraiment. Et j'ai changé, d'ailleurs. J'ai changé. C'est un des premiers trucs que j'ai demandé à l'hôpital. J'ai dit, écoutez, voilà. Voilà ce qui s'est passé, pour mon accouchement. Et je veux pas y retourner. Je veux pas la revoir. Et on m'a donné, ils ont pas le droit de le faire, normalement. Mais une sage-femme m'a pris en pitié et m'a donné quelques noms comme ça, de sages-femmes où elle me disait, vous pourriez avoir confiance. Une éclampsie. Ça s'appelle une éclampsie. Ma mère a fait une éclampsie pour ma naissance. Voilà. Une éclampsie. C'est très dangereux et tu peux perdre la maman et le bébé. Mais c'est pour ça que t'avais peur de mourir et de perdre Oui, ton bébé. C'est à cause de parce que ma ça. mère m'a raconté ça pendant toute ma vie, qu'elle avait failli mourir et que moi aussi. Mais il faut dire que ma mère a fumé et travaillé jusqu'à ma naissance. Donc, si tu veux, on n'était pas dans les mêmes contextes. Et puis elle buvait peut-être aussi, je sais pas. Parce qu'à l'époque, ouais, les femmes buvaient Oui, un peu, donc oui, oui. Bah, fumer, c'est pire quand même, hein. Mais, je sais donc, pas. Ouais, tu je sais crois? pas. Après, elle fumait peu, mais par rapport à l'époque, elle fumait peu, mais par rapport à aujourd'hui, elle était déjà hors norme, tu vois. Et surtout, elle est médecin et elle a bossé jusqu'au dernier moment. Bon, bref, voilà, ça s'appelle une éclampsie. Et voilà, j'ai eu que ça comme histoire qui m'ont bercé, si tu veux, avant. Et donc, arrivé à l'accouchement, si tu veux, en plein contexte Covid, c'était magique, vraiment. Et d'ailleurs, je ne veux pas retomber enceinte tant qu'il y a tous ces trucs-là, tu vois. Oui, bah, le Covid, quoi. Ouais, ouais, je veux pas recourir le risque de devoir refaire ça sans Mathieu, une partie du truc sans Mathieu. Je veux pas. On attend, on espère que ça va se calmer, quoi. Alors, maintenant, c'est l'accouchement. Comment est-ce que ça s'est passé? Mal! Voilà! Mais Bah, ce qui est encore. marrant, hein, c'est que tout le monde m'a dit, tu verras, ça pourra pas être pire que dans ta tête. Ah, bah, ça n'était pas loin, je suis pas morte, mais Non, t'es pas morte et Mélissande n'est pas non. morte. Mais, l'accouchement, tout le début s'est bien passé. Le travail s'est relativement bien passé et je pense que concrètement, si j'avais été un tout petit peu mieux préparée, ça aurait été, quoi. Donc, le plan blanc est déclaré 4 jours avant la naissance de Mélie, 4-5 jours avant Mélie. Et il est décidé que les papas n'ont pas le droit d'assister au travail. Ils ont l'interdiction d'entrer dans la salle de travail de la maman avant de poser la péridurale. Donc moi, je perds les os à 9h du matin, samedi 9h du matin. Et je suis assez zen, honnêtement, je sais un peu à quoi m'attendre, je me suis renseignée. Mathieu est peut-être plus survolté que moi, tu vois. Et moi, je prends même le temps de prendre ma douche et tout, tu vois. Enfin, je sais que ça va être long et que je risque de pas pouvoir ni boire ni manger avant un certain temps. Donc, je bois, je mange un petit peu, je me prépare et on y va. On arrive à l'hôpital et là, bah, comme je te dis, hein, déjà l'ambiance très glauque, tout l'hôpital est fermé, il n'y a plus personne, hein, nulle part, puisque plan blanc, hein, donc tous les services non vitaux ont été évacués de l'hôpital. Et on doit arriver donc à la porte de la maternité qui est sécurisée par un code de sécurité. On sonne et donc on m'annonce que j'ai le droit de rentrer, mais pas mon mari, pas Matt. Donc Matt doit rester dehors sur un banc pendant que moi je rentre me faire examiner. Alors c'est très marrant hein, parce que moi j'ai perdu les os, donc je ressemblais, si tu veux, aux chutes du Niagara en permanence.
Oui, parce que ça continue, c'est Ah ça? oui, ah oui, oui, mais c'est non-stop, hein, c'est genre, tout le monde pouvait me suivre dans le couloir, quoi. Oui, parce que moi, je pensais que tu le perdais une Oui, ah fois. non. Voilà, mais ça aussi, ça on te le dit pas. C'est-à-dire tu connais la perte des os, mais tu penses que ça arrive qu'une fois et c'est Oui, bon et en fait que mais dalle. non, ah non. Après, je pense que toutes les femmes sont différentes parce qu'il y a des femmes qui percent Oui. la poche des os et par exemple, elles ont qu'un petit filet d'eau, tu vois? Et d'ailleurs, faut faire très attention de pas croire que tu fais pipi parce qu'une fois que tu as percé la poche des os, c'est très important d'être tout de suite allé aux urgences. Tu faut pas attendre. Le problème, c'est que si tu perces ta poche des os et que tu crois que, par exemple, tu as une perte, tu vois, tu te fais pipi, tu retardes le moment où tu es aux urgences. Faut faire très attention à ça. Moi, j'ai été 2 fois, en urgence, pour me faire checker parce que j'ai cru que j'avais percé ma poche des os, tu vois, par exemple. Mmh. Mais moi, là, il y a pas de débat. J'avais percé la poche des os très clairement. C'était Titanic. Et apparemment, quand tu fais du diabète, et ça, on te le dit pas, quand tu fais du diabète gestationnel, tu produis beaucoup plus d'eau qu'une femme qui n'en fait pas. Donc, quand Ouais. tu perces la poche des os, oui, tu perds des litres, des litres et des litres. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtait plus, tu vois. Et c'est très marrant parce que la sage-femme qui me reçoit me dit, bon, eh ben, on va faire un examen pour savoir si vous avez percé la poche des os. Et si le travail est commencé, je sais pas quoi. Je la regarde, je dis, oh, c'est une blague. Et elle me dit, mais elle était trop Vous voulez aller voir dans le couloir? oui, elle était trop mignonne. Après, elle est restée avec moi, elle était super, cette nana. Et elle me dit, non, mais c'est la procédure et tout. Puis là, tu sais, j'enlève mon pantalon et tout. Puis bon, bah, clairement, si tu veux, c'était inondé. Elle m'a fait, bon, on va peut-être pas faire l'examen, en fait. Ah bah, je vous l'avais dit. Là, elles te font le monitoring, elles regardent le cœur du bébé, tu vois, savoir s'il n'y a pas de détresse ou autre. Et là commence le travail. Et là, c'était très, très, très dur pour moi psychologiquement, parce que comme je te l'ai dit, je n'étais pas préparée. Je n'avais pas appris à respirer. Même quand tu regardes sur Internet, si tu veux, t'as pas quelqu'un qui vient te dire, bon voilà, essaye de respirer comme ça et tout. Personnel médical en sous-effectif, donc moi toute seule, enfermée dans une salle de travail, Et sans sans Mathieu. Mathieu, sans sage-femme, et seule. Avec pour seule compagnie mon amie, Marie, sur Messenger, qui essayait de me donner des conseils en me disant respire, dis-toi que la douleur va passer. Et je me souviens d'avoir eu des douleurs, mais si tu veux, tu l'oublies. C'est vrai que tu l'oublies, mais rationnellement, je m'étais jurée de jamais oublier, tu vois, de me dire ça fait mal, ça fait très mal, et d'être toute seule dans cette salle en train d'hurler, quoi. Et en fait, on peut te dire ce que tu veux. Quand t'es seule, t'as personne pour te dire souffle, ça va passer, marche. Non, en fait, t'es plié en deux sur ta salle de travail. Et moi, j'ai hurlé, quoi. Et c'est tout ce que j'ai fait. Et donc, vers 14h, tu vois, j'ai quand même tenu, hein. J'ai appelé pour mettre la péridurale. Et pareil, personne m'avait formé. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Donc là, le mec me dit, bon, bah, mais prenez la position comme on vous indiquait. Là, t'as mal, tu cries, tu demandes de quoi le mec te parle. Et ne bougez pas. Mais ne bougez pas. Non, mais ne bougez pas quoi, je suis pris de spasmes toutes les 10 minutes, tu vois, c'était pas possible, parce que moi, le travail a avancé vite, en plus, tu vois. Ils avaient bon espoir que j'accouche à 4 heures. Donc là, c'est la sage-femme, alors là, elle était exceptionnelle. Se met en face de moi, et en fait, tu sais, elle me prend comme dans un cocon, comme ça, et elle me dit, vous vous penchez, vous bougez plus. Et le mec, en fait, quand il m'a inséré l'aiguille, il s'est raté. Donc ça m'a envoyé des décharges électriques, si Oh tu là veux, de là. haut en bas. Donc là, j'hurle. Le mec me dit, ne bougez pas. Bah oui, bah oui. Ne bougez pas quoi. Attendez, je vais vous le faire, on va voir si vous bougez pas. Et je lui dis, mais en fait, c'est pas, je peux pas bouger, c'est, vous m'envoyez des décharges, je peux pas, j'ai très mal. Et là, il me dit, bon, il y a un début de scoliose, là, personne m'a dit qu'il y avait un début de scoliose, hein. Et ben, moi non plus, je savais pas qu'il y avait un début de scoliose, on m'a jamais diagnostiqué avec un début de scoliose, mais donc, je sais pas si le mec disait ça pour se justifier, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Donc, bah là, ce que tu fais, c'est, tu fermes ta bouche, tu te tais. J'ai pleuré. Et la sage-femme m'a tenue dans ses bras pendant que je pleurais. Et donc, c'est même pas ton mari, hein, qui vit ça avec toi, hein. T'es seule avec une femme que tu connais depuis 3 heures, hein. Et il a fini par me poser cette péri. Et là, il me dit, bon, vous allez voir, vous pouvez vous sentir un peu partir au début, n'hésitez pas à nous dire. Tu parles du femme à l'aise. Donc, je me suis sentie partir complètement dans les 10 minutes qu'on suivit la pause de la péri. Heureusement, la sage-femme est restée dans les parages. Et ils m'ont injecté en urgence un truc, je crois, c'est de l'ocytocine. Je suis pas sûre, faut demander, mais pour me, Pour te réveiller un peu, te ouais, parce booster. que j'étais complètement, je faisais un malaise, quoi, enfin, total. Donc c'est très flippant, hein. Et tu veux, en plus, ça auto-accomplissait mon angoisse de me dire que j'étais en train de mourir. Tu vois ce que je veux dire? Puisque je me sentais partir. Oui, bah oui. Là, il doit être 15h, et Mathieu arrive. J'ai perdu les os à 9h, il est 15h, tu vois, ça fait 6 heures que je suis sans Mathieu. Ouais, ça fait déjà beaucoup. Ouais. Ouais. Mathieu arrive, et là, c'est pour ça que j'hésite vraiment un jour à accoucher sans péri après. En fait, je ne sais pas comment ils m'ont dosé la péridurale, j'étais plus là jusqu'à l'accouchement quasiment. Je dormais, si tu veux. Et j'avais beau dire, est-ce que c'est normal, est-ce que je me sens pas bien, et tu vois, j'étais complètement dans le flou, vraiment, mais tu vois, et Mathieu s'en rendait pas compte.
Et moi, avec le recul, je me dis, mais enfin, t'as une femme qui accouche, qui est en train d'avoir des douleurs qui sont supposées la plier en deux, et elle est là en mode, je me sens pas bien, je dors, est-ce que c'est normal, tu vois? Il y a un truc qui va pas. Mm. Personne n'a réagi. Personne. Quand tu parles, quand je suis arrivée à l'accouchement, en fait, j'étais pas là. Et là, c'est là où le drame a commencé. À 20h30, on me dit qu'il faut pousser. Et là, ma sage-femme s'en va. C'est-à-dire la femme qui me suivait depuis 10h du matin, elle s'en va. Oui, qui était Elle bien était en bien, plus. elle s'en va. Et là, je dis non, mais partez pas. Et elle me dit non, mais écoutez, j'ai pas le choix, c'est légal, je peux pas rester plus. S'il arrive quoi que ce soit, tu vois, enfin, c'est pour elle et tout. Elle me dit, je suis vraiment obligée de passer le flambeau, je suis désolée, je pensais que vous accoucheriez avant. Et là, ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que quand t'as la péri, t'es couché sur le dos, et effectivement, ce n'est pas une position pour accoucher de façon naturelle. Il y a des hôpitaux qui le font très bien, qui te laissent debout, qui te laissent marcher. Mais moi, comme j'étais en train de faire à moitié un malaise et que personne s'en est rendu compte, en fait, je suis restée sur le dos. Et donc, j'aurais dû accoucher à 4h d'après-midi, tu sais, par rapport à la rapidité de mon travail. J'ai quand même accouché à 22h quasiment. À cause de la péridurale, au Oui, final. parce qu'en fait, sur la péridurale, t'es couché sur le dos, les jambes en l'air. Et concrètement, t'es contre la gravité, quoi. Tu vois, je veux dire, il faudrait que tu sois debout quand t'accouches, en fait. Ou au minimum assise. Pas allongée en train de dire que tu vas crever parce que t'es en train de dormir. Et moi, je le sais maintenant que je l'ai fait. C'est pas normal que ni la sage-femme, ni mon mari, personne ne met, tu vois, quand la femme est en train d'accoucher et qu'elle y pense pas ou qu'elle a pas un truc, il faudrait qu'elle soit entourée par des gens qui, tu vois. Et moi, j'étais seule. Vraiment, je suis désolée pour Mathieu, je sais qu'il le vit très mal. Là, tu parlais de culpabilité, lui, il a eu sa dose, hein. Non, moi, je me suis sentie seule, mon travail a ralenti et il s'est passé ce qui s'est passé. On a changé de sage-femme. Et là, le drame. Ouais, qui n'avait rien à faire d'être là. Mais vraiment, ça, c'était affreux. J'avais l'impression d'avoir une employée, alors, je sais pas comment dire ça, mais tu vois, genre la fonctionnaire qui est vraiment là parce qu'il faut qu'elle fasse ses heures et qui se dépêche de vouloir partir. Et je lui disais, mais est-ce que ça va ce que je fais là? Parce qu'elle me dit pousser. Mais pousser quoi? Et pousser, oui. Bah oui, parce que tu avais pas appris. Oui, puis même pousser fort, très très fort. Est-ce qu'il faut que tu vois, je savais pas. Et elle était là, regardait la fenêtre ou sa montre. Elle me disait oui, oui, poussez. Et puis il est arrivé ce qui est arrivé, hein, c'est-à-dire que au bout d'une demi-heure de poussée, j'ai pas bien poussé ou pas assez poussé ou je sais pas. Et Mélie s'est retrouvée bloquée dans mon col, en fait. Et là, ça devient situation urgente. La décision est prise d'aller chercher un obstétricien en urgence pour aider le bébé à sortir. Sauf que moi, ma péri était en train d'arriver à la fin. J'étais terrorisée, puisque du coup, ça faisait plus d'une demi-heure que je poussais et que je voyais bien on m'avait dit que ça sortirait et que bébé sortait pas. Je voyais bien que la sage-femme en a rien à faire. Et ça, c'est très compliqué quand c'est ton premier accouchement et que tu as en tête que tu vas devoir compter sur elle. Je peux t'assurer que mon deuxième, ça se passera pas pareil. Après, c'est assez flou, mais c'est en reparlant un peu avec Mathieu, mais un mec rentre, se présente pas, dit pas bonjour, rien. Moi, je sais que j'ai mal, je suis pas bien et tout, je suis stressée, tu vois, j'ai mal au ventre, il m'y pensait. Et le gars arrive, il se met entre mes jambes. Je dis, tu te mets entre les jambes d'une nana, peut-être juste bonsoir, tu vois, au moins de dire qui tu es et tout. Je comprends qu'il est en train de sortir la ventouse. Et là, une douleur, mais un truc. Et il commence à faire la ventouse, tu vois, pour essayer de sortir le bébé. Tu peux même pas savoir comment ça fait mal. Enfin, moi, je me suis mise à hurler. Mais à hurler, hein, à pleurer et tout, en disant stop, quoi. Et Mathieu est intervenu. Mathieu est intervenu, terrorisé, parce qu'il comprenait pas ce qui se passait, et il dit au médecin, arrêtez, arrêtez, ma femme est en train d'avoir mal, elle pleure, stop, qu'est-ce qui se passe? Et le gars le regarde et lui dit, si vous êtes pas content, vous voulez que je parte? Vous voulez vous débrouiller sans moi? Et là, je me souviens très bien de m'être dit, je veux pas mourir. Et je suis intervenue en fait, alors que j'étais en train d'accoucher. Hein. Et j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Mon mari est inquiet, mais ne vous fâchez pas. Et j'aurais jamais dû avoir à dire ça. Enfin, je veux dire, c'était très violent les termes qu'il employait. Parce que t'étais Ouais. angoissée. Le mec, il dit rien, ni merci, ni désolé, rien. Il remet son truc. Et là, il me dit, de toute façon, ça marche pas. Elle pousse pas. On y va au forceps. Et là, je me mets à pleurer. Mais vraiment, genre, pourtant, je suis vraiment une nana qui pleure pas. Hein. Et il y a des gens qui pleurent, des hommes, des femmes. Mais moi, clairement, je suis pas du genre à pleurer. Et là, je me mets à hurler et à pleurer. Mais vraiment, mais en détresse totale. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais j'ai mal. En fait, j'ai mal, je veux pas, Et il me dit, de toute façon, on va vous faire une épisio. Et là, je dis non. Je dis, écoutez, c'est la seule chose que je vous ai demandé. J'ai dit tout, mais je vous dis, je veux pas d'épisio, quoi. Je ne voulais pas d'épisio, ça faisait partie de ce que j'avais demandé en arrivant à l'hôpital. Et il me dit, c'est ça où vous explosez. Et il t'a clairement dit ça, quoi. Les mots qu'il Exploser. emploie. Ah oui. C'est ça où vous allez exploser. Et donc là, je pleure, qu'est-ce que tu veux faire? C'est le médecin qui a ta vie dans ses mains, tu te dis, bon, de toute façon, voilà, j'y suis, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas dire j'annule tout, je rentre à la maison, tu vois. Et là, il me dit, il faut faire les forceps. Il faut faire les forceps, on n'a pas le choix. Et il me dit, mais vous avez mal, là? Et je lui dis oui. Et il se tourne vers la sage-femme et puis lui dit, mais je comprends pas pourquoi elle a mal, là. Vous avez fait quoi avec la péri? Oh, mais je sais pas, gna, 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 gna. Mais en fait, comme elle s'occupait pas de moi, cette nana, en fait, elle s'en fichait. Je me souviens très bien qu'à un moment donné, il y avait plus de péri. Je sentais, tu vois, que les douleurs étaient en train de revenir. Et elle m'a dit qu'elle avait pas le temps. Je l'ai eu à 14h, la péridurale. Et j'ai passé, je te dis, 6 heures quasiment dans le jaja total. En fait, pour que En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la péridurale, elle peut agir pour les contractions, mais ne pas agir pour l'accouchement. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé.
C'est-à-dire que les contractions, je ne les sentais plus, mais par contre, je sentais toute la douleur dans mon bassin. Et en fait, la péri peut ne pas agir sur les mamans comme ça. Et moi, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à paniquer total, c'est que je sentais tout ce qui se passait de ce qu'ils étaient en train de me faire. Forceps, péri et tout, enfin, ventouses, etc. Et c'est pour ça que le médecin a été très surpris, entre autres, parce qu'il s'attendait pas du tout à ce que je hurle de douleur. Pour eux, j'étais sous péri et surveillée depuis 14 heures. Or, c'est là qu'on se rend compte que, tata! Et non, en fait, je n'étais pas surveillée, ou en tout cas, pas ce qu'il aurait fallu. La sage-femme me demandait pas si j'allais bien, rien du tout, elle n'avait vraiment rien à faire. Du coup, là, je sens que ça commence à devenir la panique à bord dans la chambre. La sage-femme se fait rabrouer, ils vont chercher en urgence l'anesthésiste, parce qu'il faut aller vite, si tu veux, maintenant. Il faut vraiment que le bébé sorte. Et j'ai commencé à pousser à 20h30, il doit être déjà 21h30. Donc tu vois, ça fait 1 heure que je pousse, alors que la petite aurait dû sortir en une demi-heure. Donc l'anesthésiste arrive, il me regarde, il dit, mais je comprends pas, elle est dosée avec sa péri, il fait, vous avez mal? Je dis, oui, j'ai très mal, j'ai vraiment mal. Donc ils m'ont injecté un produit, en fait, qui m'a paralysée du bassin jusqu'en bas des pieds, pour que soi-disant, je ne sente plus rien. Ouais, mais t'arrives plus à pousser, du coup. Bah, en fait, tu sens plus rien, t'es plus là. Enfin, moi, Ouais, voilà. bah oui. Donc là, ils me disent pousser. Tu parles pousser, rien du tout. Et là, c'est blackout. Tu veux, je me souviens plus de flashback que d'images, en fait. Je me souviens de, Ça devait être tellement choquant voilà. que... Je me souviens de hurler, je me souviens de hurler que je ne veux pas. Et j'ai vraiment ce sentiment, à un moment donné, que je suis en train de me déchirer. Que vraiment, on est en train de m'arracher, tu vois, le bas du ventre. Et de hurler en demandant, est-ce que c'est normal? Personne ne me répondait. Et je hurlais. Peut-être qu'on m'a répondu d'ailleurs au passage. Mais moi, j'ai souvenir d'avoir cette douleur atroce et de me dire que ça y est, c'est bon, je vais mourir. Je sais pas, peut-être que quelque part même ça m'a, tu sais, je sais pas si je me suis pas encore plus battue parce que je voulais pas mourir, tu vois, justement. Et encore une fois, peut-être que si on m'avait expliqué en amont que quand tu as la poussée finale, que le bébé sort, et ben tu sais, t'as ce sentiment que ton corps peut se déchirer vers le bas, tu passes de la douleur à la souffrance là en fait. Parce que moi, ce qui faisait, c'était la peur qui était en train de m'alimenter. Si on m'avait expliqué que potentiellement ça faisait mal comme ça, peut-être que je serais restée juste dans la souffrance, dans la douleur, je veux dire. Donc là, bah, j'ai donné tout ce que j'avais sur la faim, et finalement, épisio, forceps, et ils m'ont sorti le bébé, qui était blessé, du coup, ils l'ont blessé avec les forceps, et ils l'ont blessé avec la ventouse. Donc Mélie, elle avait une énorme bosse sur la tête à cause de la ventouse, et puis ils l'ont blessée là, sur les côtés, sur les joues, elle avait du sang et des bleus, qui sont restés 2 ou 3 jours. Le problème, c'est que tu n'es pas disponible, ni physiquement, ni émotionnellement pour accueillir ton bébé. Il y a eu trop de violence pour toi, là. Moi, j'étais plus là. Ah oui. Moi, je me souviens très bien, ils m'ont posé ce bébé tu vois, sur moi, et de m'être dit, il faut que je le donne à Mathieu. Je me sentais pas capable tu vois, toutes les angoisses que j'ai eues ont commencé à ressurgir, tu vois. Et voilà, ça y est, j'aime pas cet enfant, je le savais, j'étais pas faite pour être mère, tu vois, c'est la catastrophe, là. Ton bilan, en plus d'hormones qui te tombent sur la tronche en te disant, voilà, ça y est, c'est bon, je le savais, je suis pas faite pour être mère, je l'aime pas. Et vraiment, ce sentiment de rejet. Et on disait, ah, vous avez vu, gna gna. Non, je vois rien du tout, en fait, je la veux pas. Et c'est Mathieu, d'ailleurs, les premières photos qu'on a de Mathieu, c'est surtout Mathieu qui tient le bébé dans ses bras. Et j'ai quand même fait la tétée d'accueil. J'ai quand même, tu vois, géré le minimum de survie de Bébinou. Et le médecin me dit, donc il finit par me recoudre, et c'était plus fort que moi. Mon côté commercial reprend un peu son truc. Tu vois, je dis, bon, bah, merci docteur, alors que je pensais pas du tout merci docteur. Hein. Mais je dis merci d'être intervenu. Et le mec, je pense quand même qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que vraiment ça allait pas. Et il me dit, vous savez, le problème, c'est que vous aviez tellement peur que vous avez arrêté de pousser. Il fait, le problème, c'est que vous ne poussiez plus. Et j'ai rien dit, tu vois. Mais le problème, c'est aussi que j'ai été entourée de façon pas du tout bienveillante, quoi. Bah, il y a ça, et puis le fait que tu sois pas du tout préparé, quoi. Il y a les Oui, deux. oui. Moi, nous, on a eu le combo, mon angoisse, la non-préparation, le Covid, et du personnel qui, du coup, était sous pression parce que l'obstétricien, sûrement qu'il était comme ça, ce mec. Pourquoi? Parce qu'il y avait sûrement qu'un seul obstétricien pour l'intégralité tu vois, du truc, et que ça faisait déjà 10 jours que les gars, ils étaient complètement, tu vois, comme ça, là, parce que, bah, tu vois, le Covid, l'angoisse et tout. Et je peux le comprendre, tu vois, avec 15 mois de recul. Sur le moment, non, je comprends pas, je pardonne pas, en fait. Et la sage-femme vient me voir, et elle me dit, bon, bah, alors, vous voyez, ça s'est bien passé, finalement. Ou, tu vois, enfin, et je la regarde, et je lui dis, ouais, enfin, vous faites partie du complot, quand même. Elle me dit, pardon? Je lui dis, ben, les gens, là, qui m'ont fait mal et tout, tu sais, je lui dis avec le sourire, mais comme je lui dis, tu vois, je lui dis, vous en faisiez partie. Ah, mais moi, je vous ai pas fait mal? Bah ouais, toi, t'as rien fait, en fait. Tu lui as dit ça? Non, je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, en 30 ans de carrière, c'est la première fois qu'on me dit un truc aussi méchant. Et tu vois, j'ai envie de dire, c'est quand même énorme, Nana, où c'est mon accouchement, moi qui suis en sang et, tu vois, en PLS, et elle qui vient m'expliquer que je suis pas très gentille avec elle.
Ça y est encore, t'as été Ah ouais, gentille. non mais bref. Et elle, j'ai une haine pour cette femme, je te jure qu'un truc de fou. Et voilà, et après, ben, ils font les soins du bébé, ils te le donnent. Je te dis, faut que tu te dises que je suis pas là. Tu vois, je suis pas dans ma tête, là. Je vis les épisodes au fur et à mesure du truc, tu vois, mais je suis pas investie, quoi. Et deuxième violence de la soirée, à 1h du matin, on me rend le bébé et on dit à Mathieu de partir. Et là, tu te dis, mais moi, je sens toujours pas mes jambes. Je fais quoi si le bébé il pleure, si, tu vois, t'es tout seul. Et sans sage-femme, sans personne, En sans... fait, la sage-femme, elle m'a même pas dit bonsoir. Elle m'a amenée dans ma chambre. Elle est sortie, elle m'a rien dit. Ni bonsoir, ni bonne chance, rien. Ah oui, tu lui as mal parlé, tu comprends. Ça manque vraiment de bienveillance quand même. Bref. Et là, c'est vraiment Mathieu, donc on se regarde dans le couloir et il me dit bon bah fait à bientôt du coup, parce qu'on savait même pas quand j'allais sortir. Et là, je me retrouve avec ce bébé, tout petit, moi qui me dis que je peux pas quoi, tu vois, je me dis à l'aide. Et là, il ferme la porte de la chambre et il fait nuit. Et il est 2h du matin. Et t'es tout seul. Et on dit là, il y a une sonnette, vous pouvez appeler. Il y a une sage-femme de garde et c'est comment on appelle ça là. Elles sont super ces nanas. Les aides, Aide-soignante. ouais, les aides-soignantes, les AS, exactement. Elle dit, vous avez besoin de vous soigner. Tu parles, vous avez besoin de quoi? Je sais pas, tu vois, je savais même pas. T'as besoin de quoi? Tu dis enfin, bon. Et j'ai de la chance parce que bébé a bien dormi la première nuit. Tu sais, tu parles avec l'accouchement qu'elle a eu, la pauvre. Et j'ai pas pleuré ce soir-là, tu vois. J'étais tellement en état de choc, ma pauvre. Je suis restée en mode choquée. J'ai pas d'autre terme. Total choquée. Mais tu te posais pas encore de questions là. C'est même pas une question, j'étais en état de choc. C'est-à-dire, j'étais au-delà de la question, si tu veux. C'était clair que j'étais pas faite pour ça. Ça y est, c'était réglé. Là, tu vois, on était plus dans le ok, c'est officiel, c'est fichu. Je le savais, j'étais pas faite pour ça. Et j'ai pleuré le lendemain. J'ai pleuré quand tu sors de l'état de choc, en fait. Oui, quand tu Ouais, réalises. quand vraiment tu te dis et tu vois la nuit quand tu peux pas te lever parce que t'as des points à cause de ton épisio, de ton accouchement, tu peux pas te lever, tu peux pas marcher et on te dit ouais mais il faudrait changer la couche de votre enfant, mais je sais même pas changer une couche les mecs quoi. Je sais pas faire, tu vois, ni comment on fait, tu vois, je sais qu'il faut faire des trucs. Bah, surtout que tu peux pas te lever, donc comment tu fais? Enfin, il faut Tu bien peux qu'il pas te t'aide. lever et là on te dit alors on a des serviettes hygiéniques qui sont mises au congélateur et comme ça vous pouvez vous les mettre sur la vulve et ça fait du bien. Voilà, c'est comme ça qu'on soulage les souffrances à l'hôpital. T'avais pas de Ah bah médicaments? ils te donnent du Doliprane. C'est tout. Et fais-moi confiance qu'après l'accouchement que j'ai eu, du Doliprane, c'est Doliprane espace-fond parce que du coup, t'as tes contractions qui se remettent en Oui. place. Oui, pour replacer Voilà. tout. Comme moi, je faisais de l'allaitement en plus. Donc ça, c'est clair que c'est dur, mais au moins, c'est fait. Donc voilà, ça c'était J0 avec bébé. Et du coup, t'as réussi à allaiter le premier, parce qu'il y en a, à se mettre la pression là-dessus aussi. Bah moi, je l'ai eu la pression. Hein. L'hôpital te met la pression. L'hôpital te met une Ouais, énorme alors ça, c'est pression ouf. parce qu'en fait, ils ont un objectif il faut que le bébé prenne du poids pour sortir de l'hôpital. Ton enfant, il perd jusqu'à 10% de son poids à la naissance. Et du coup, il faut pas qu'il perde en dessous de ce poids-là. Et dans l'idéal, il faudrait même qu'il recommence à prendre avant que tu partes. Sauf qu'un allaitement, et là, ça vaudrait le coup même de faire un autre podcast sur l'allaitement. L'allaitement, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place pour certaines mamans, pour les bébés. Il y a des enfants qui ont des freins, des enfants qui ont été fatigués de l'accouchement, tu vois. Enfin, et des mamans qui savent pas faire. Et moi, elles ont essayé de m'apprendre, mais si tu veux, au bout de 24 heures, on me disait déjà, bon, il va falloir qu'on fasse du tire-lait là, parce que votre fille, elle grossit pas assez. Mais si tu fais le tire-lait, c'est foutu. Faut pas. Il faut que l'enfant, il prenne le sein et il faut qu'il te stimule ta montée de lait et il faut qu'il le fasse. Mais l'objectif de l'hôpital, c'est pas ça. L'objectif de l'hôpital, c'est que tu sortes. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que la deuxième nuit où je suis restée, deuxième ou troisième nuit, du coup, je savais plus quoi faire parce que du coup, l'allaitement se mettait pas bien en place, si tu veux, avec bébé. J'avais mal au sein, tu vois, enfin, elle me prenait mal le téton, elle me mordait, elle me pinçait, tu vois, pas mordait, mais tu sais, elle te pince. Avec le peu d'accompagnement que j'avais autour de moi, pas mon mari pour m'aider, tu vois, pour m'aider à placer le bébé. Enfin, tu imagines, encore une fois, t'as pas de papa pour t'aider. C'est vraiment dur, hein. Et j'ai une chance extraordinaire. Je ne sais pas qui est cette femme, et si jamais elle entend ce truc, je la remercie du fond du cœur. Dans la nuit, je l'appelle en pleurant, parce que j'arrivais pas. Ma fille pleurait, tu vois, enfin. La première sage-femme qui rentre me dit, on va éloigner votre fille de votre lit, parce que comme elle sent le lait maternel, elle pleure. Et du coup, mon tout petit bébé de 1 jour, ils me l'ont mis à l'autre bout de la chambre pour qu'elle pleure et ne sente plus mon lait. Si cette sage-femme-là m'entend, elle a dit de la merde. Mais elle, c'était bullshit. Cette AS vient me voir et en fait, on a parlé à 3h du matin. Elle me dit, bon, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous pleurez et tout. Et tu vois, elle a pris le temps, tu vois. Elle venait d'arriver. C'est une femme qui devait avoir 50 ans. Et elle venait de reprendre ses études. Et elle venait de faire ça. Donc, ça faisait quelques semaines qu'elle avait pris ce boulot. Et elle avait 4 enfants qu'elle avait allaités. Et du coup, on a parlé de l'allaitement. Et elle m'a dit, écoutez, moi, je fais partie de l'hôpital, mais je vous le dis, ne vous laissez pas faire.
C'est très important pour l'allaitement que vous teniez bon. C'est très important que vous ayez foi en vous et que vous ayez foi en votre bébé. Vous allez le faire. Dites non. Vous dites non, vous dites non, vous dites non. S'ils viennent à nouveau avec le tire-lait, vous dites non. Vous dites que vous allez y arriver. Et moi, je pleurais en me disant, mais j'ai face à des sages-femmes qui ont 20 ans d'expérience. Moi, je dis non, faites-vous confiance. Vous dites non. On en a parlé pendant 1 heure comme ça. Et le lendemain, effectivement, elles sont toutes arrivées avec leur tire-lait en mode, allez, on y va et tout. Et j'ai dit non. Tu vois, j'ai vraiment tenu bon. Et ça n'a pas loupé, 48 heures après, mon allaitement allait très bien, et ça fait 15 mois d'allaitement, et ça se passe très très bien avec ma fille. Mais si tu tues ces 3 premiers jours, tu peux te tuer un allaitement. Et l'allaitement, il n'y a pas que la maman qui se met la pression, hein. C'est encore une fois les gens qui attendent de toi que ce soit naturel et que ça vienne spontanément et que ça soit à l'osmose. Non, non, ça peut être dur un allaitement, ça peut vraiment être dur. Mais ça vaut le coup pour le coup. Et donc après, quand tu as vécu ces 3 jours et demi Ouais. à l'hôpital, que Mathieu est revenu te chercher, comment s'est passée la suite? Moi, j'ai vraiment ce souvenir très fort. Pendant 3 jours, tu es à l'hôpital et en fait, tu es accompagné en permanence, d'accord? Toutes les heures, tu as quelqu'un qui vient te voir. Et le bébé, et le machin, et on fait un test, et le bidule, et l'atténuement, et est-ce qu'il a fait caca, est-ce qu'il a fait pipi, et en fait, tu es vachement porté. Et puis un jour, on te dit, bon, bah, maintenant, vous partez. Et vous allez chez vous et vous vous débrouillez. Et là, tu te dis, mais il y aura personne pour m'aider parce que là, en fait, j'ai pas tout compris, hein, le bain, la couche, le mi-fin. Et c'est très particulier parce que moi, j'ai trouvé vraiment ce sentiment où on attend de toi que tu saches être parent. Et non, tu sais pas être parent. Enfin, moi, je trouve que tu apprends à être parent avec le bébé, mais quand ton bébé, il a 3 jours, c'est compliqué, quoi. Et je me souviens vraiment de ce sentiment-là d'abandon. Et le pire, c'est que Mathieu me regardait moi pour savoir si moi, je savais faire, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'on fait là? Bah oui, pensant que tu avais appris là pendant ces 3 jours et Oui, mais demi. t'apprends. Oui, alors j'avais à peu près compris comment on mettait une couche, tu vois. Mais Bah t'avais pas ton diplôme en et non, sortant? j'ai même pas été diplômée, tu vois. C'était catastrophique. Mais c'était vraiment ça. Et les gens se tournent vers toi, la maman, comme si toi tu sais. Et là, elle a quoi? Ben, je sais pas, elle a parlé, elle t'a dit un truc, j'en sais pas plus en fait, hein. Enfin, elle a fait ouin ouin. Ah mais non, mais t'as vu là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, elle a fait caca? Ah ben j'y ai pas pensé. Bah tu prends tes petites mains et tu vas vérifier, je sais pas plus que toi, tu vois. L'allaitement, c'était moi. Si tu veux, ça c'est clair que la femme, elle a déjà le fardeau de l'allaitement, tu vois. Même si c'est génial et que ça se passe bien, les tétés les premiers mois, c'est toutes les 2 heures pour certains enfants, parfois toutes les heures, contrairement à ce que te disent les médecins, hein, parce qu'on te dit les tétés, c'est toutes les 3 heures et pas plus, et ça doit pas durer plus de 20 minutes. Non, c'est faux. Un enfant, s'il a envie de téter toutes les heures, aujourd'hui on fait l'allaitement à la demande, c'est toutes les heures. La lessive, le ménage, le machin, les bidules, c'est papa, c'est pas maman. Et moi j'ai de la chance, mon mari, encore une fois, Matt était très très investi, il voulait vraiment bien faire. Donc j'ai eu beaucoup de chance sur ça. Enfin beaucoup de chance. Ça devrait être la norme pour les femmes. Mais bon, aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir un homme comme ça. Et voilà, surtout ce sentiment d'abandon, beaucoup de pression pour savoir si j'aimais ma fille. Tu vois, tous les gens qui te posent la question pendant la grossesse pour savoir si tu aimes ton bébé, bah là, ça y est, le bébé, il est là, tu vois. Alors, Tu l'aimes, hein, elle est belle, hein, et tu l'aimes, là. Oui, oui. Et en fait, moi, je me souviens très bien de pas avoir cette pulsion de j'aime ma fille. Genre, comme il y a des femmes qui disent c'est la chair de ma chair, je l'ai su tout de suite et tout. Par contre, j'ai vraiment souvenir d'avoir eu un instinct, un truc là qui te vient des tripes, mais pas d'amour, mais de protection. En te disant, ok, ce bébé là, il est grand comme ça, il fait 3,5 kg, c'est quand même moi qui l'ai sorti, même si j'ai raté mon accouchement. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir raté mon accouchement. mais tu l'as pas raté, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Mais la violence avec laquelle tu pars de l'hôpital, c'est ça. C'est t'as raté ton accouchement. On a été obligé de te faire des forceps, on a été obligé. Et d'avoir ce sentiment très fort de protection, par contre, qui se met en place. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon angoisse. Tu sais, ce que je te disais, que j'avais très peur de pas être maman. Mais d'avoir ce réflexe, de me dire, ok, je sais pas si je l'aime, je sais pas si je l'aimerai un jour, mais par contre, personne ne lui fera du mal. Et moi, la première, je veux pas faire de mal à cet enfant. Et ça m'a beaucoup aidé. Je sais pas si d'autres mamans le ressentent, mais moi, j'ai vraiment eu un instinct, ça m'est jamais arrivé, je pourrais pas l'expliquer, mais vraiment un instinct de protection très violent qui s'est mis en place. Et je pense que cet instinct, petit à petit, bah, tu sais, avec les jours, le temps que tu passes avec ton enfant, qui grandit et tout, et ben un jour tu te réveilles et puis c'est plus un instinct, c'est juste que tu aimes ton enfant. Mais moi, j'ai dû apprendre à la connaître. Je peux pas dire que j'ai aimé ma fille le premier jour ou la première heure, contrairement à son père. Mathieu, il aimait son enfant avant même qu'elle arrive. Tu vois. Très différent. On a été très différents. Oui, mais chacun est différent après, hein. Donc voilà. Et les jours d'après, je te dis ça. Moi, je dirais les jours d'après, donc ça, l'abandon, le fait de découvrir ce que c'est que d'être parent et que heureusement qu'il y a Google aujourd'hui, enfin Internet, parce que ça nous a sauvé un nombre incalculable de fois. Mais moi, le plus gros truc qu'il y a eu dans les jours qu'on suivit, alors il y a eu 2 gros trucs, pardon. Physiquement, moi j'ai mis 2 mois à pouvoir me relever du canapé. J'ai mis quasiment 2 mois, hein. J'ai mis 9 semaines, 45 jours.
À cause de Ouais, l'épisiotomie? des physio et des forceps. Parce qu'en fait, les forceps, ça t'arrache tout. Ouais, en plus. Et donc, incapacité à me mettre debout. J'avais très vite la sensation que j'avais quelque chose qui allait tomber. Mon périnée était complètement déravagé, en fait, si tu veux. Donc, tes organes, tout ça, t'as vraiment la sensation que tout va tomber. Je m'y attendais pas du tout, hein. Personne te dit que tu vas être immobilisé pendant 45 jours, quoi. Donc, imagine si j'avais dû reprendre le travail, je passe 45 jours immobilisé, puis tu reprends le taf dans la foulée, c'est un peu violent quand même, hein. Mm. Et donc ça, c'était très dur. Le postpartum, j'ai pas eu de dépression. Je sais qu'il y a des mamans qui le vivent très mal. Moi, j'ai eu de la chance que j'étais très bien entourée par mon mari et par ma grand-mère qui est venue s'installer avec nous, Mm. qui est âgée mais qui m'a beaucoup aidée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà. Et la deuxième chose, et je pense que c'est ce que tu fais référence quand tu m'en parles, c'est la matrescence, je pense. Oui. Qui est pour moi un concept qui était très, très flou, voire inexistant. Pour moi, je ne savais même pas que ça existait. Ben, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Ouais, bah, moi, je l'ai découvert justement parce que je cherchais à savoir ce qui m'arrivait en fait. Et je suis tombée sur des podcasts, sur des reportages qui parlaient de matrescence. Et je pense que ça me correspond parfaitement. Donc, et j'ai découvert avec stupeur. Donc, moi, j'avais dit à mes clients, mon boulot, je serai là, 31 octobre, quoi qu'il arrive, je reprends le boulot. Au début, je m'étais dit à 2 mois et demi, puis bon, une amie m'avait dit, tu vas voir, 2 mois et demi, ça vient vite, prends 6 mois. Donc, j'avais dit 31 octobre. Et petit à petit, plus cette échéance s'approchait, et plus je me disais, mais en fait, je conçois pas de reprendre le boulot comme je faisais avant. Il y avait un truc qui s'était passé, alors que moi, j'étais plutôt carriériste, tu vois. Enfin, je voyais vraiment le truc, j'allais devenir cadre et tout. Enfin, j'étais cadre, mais c'est passer le stade au-dessus, CAM, etc. Et, et là, ça a été vraiment petit à petit, pas de déclic, tu vois. Je peux pas te dire que en août, je me souviens très bien par contre de m'être réveillée un matin et on était en vacances et je me souviens très bien d'avoir dit à Matt, je veux pas reprendre le boulot. Je veux pas. Je veux pas laisser Mélie chez une nounou. Je veux pas que quelqu'un d'autre s'occupe de l'éducation de ma fille. Je veux pas qu'elle vive ce que moi j'ai vécu avec mes parents qui ont été très carriéristes. Voilà. Je veux pas. Et je reprendrai pas le boulot. Et j'ai de la chance encore une fois parce que Mathieu est en phase avec ça et qu'on a de la chance de gagner notre vie et qu'on a mis des économies, etc., etc. Je pense que toutes les femmes n'ont pas cette possibilité d'avoir ce choix aujourd'hui en France. C'est bien dommage. Je trouve qu'on devrait avoir le droit autant de bosser que de décider qu'on ne veut pas pour s'occuper de ses enfants. Et là, ça a été le déclic et j'ai tout changé. Et aujourd'hui, on me surnomme la hippie mom, tu vois, auprès de mes amis et tout, parce que je suis passée d'une femme qui en avait rien à carrer de ses cycles, mais alors qui envisageait même pas d'être maman et tout. Et finalement, tu vois, 3 ans après, je suis en septothermie, je fais un allaitement long, je suis femme au foyer, je suis dans l'éducation bienveillante et positive, je fais le langage des signes pour ma fille, je suis aux couches lavables, je fais quasiment tous les trucs de ce qu'on appelle une hippie mom, quoi. Ah, c'est ça, d'accord, je connaissais pas le terme. Voilà. Bah, en tout cas, c'est comme ça qu'on me surnomme dans mon entourage proche, The Hippie Mom. Parce que je fais tous les trucs très maternels, alors qu'à l'origine, tu vois, je me voyais pas du tout comme une maman, déjà comme une maman, tout court, et pas comme une maman, tu vois, en plus maternelle. Et en fait, il se trouve que j'étais tellement rongée d'angoisse et tu vois, de certitude qu'on a avant, que si j'avais pas pris cette chance d'essayer de devenir maman, je me serais peut-être pas découverte comme ça, quoi. Mm. Donc, et aujourd'hui, on va super bien, ça se passe bien. Et on envisage de quand même faire un deuxième, mais comme je te dis, Bah, attendre la fin du Covid. voilà, Enfin, la fin, s'il y a une fin un on va jour. voir. Et même si un jour ça arrive, définitivement, je me préparerai pas de la même façon. Eh ben, super. Ça répondait. Ah oui, ça répond totalement à ce que je voulais et je pense que j'ai pas d'autres questions, mais si tu veux rajouter quelque chose. Je te remercie de m'avoir laissé raconter ça, parce que du coup, je sais que c'est quelque chose pour moi qui a été longtemps tabou, justement, parce que je ne me sentais pas psychologiquement d'en parler. Et je me rends compte que petit à petit, entre autres parce que je suis encore suivie par une psy, hein, quand même, mine de rien, elle me fait en parler. Il y a très récemment, j'ai eu une discussion avec des gens dont beaucoup de femmes ont accouché à Mâcon. Et j'ai été très choquée parce que quand j'ai eu le malheur de dire que moi, ça s'était mal passé, il y a eu une levée de bouclier en mode mais tu peux pas dire ça. Nous, ça s'est très bien passé. L'hôpital de Mâcon est très bien. C'est un hôpital Oui. public? Ok. Et tu vois, je rejoins ce qu'on a dit, c'est chacun son expérience et on doit pas. Je trouve que c'est méprisant et méprisable de ne pas vouloir accepter qu'il y a des femmes qui ne vont pas vivre la même chose, tu vois, que ce soit en positif ou en négatif. Et j'ai le droit de dire que cet accouchement s'est mal passé. Et j'ai le droit de dire que cet obstétricien a été Infect. infect et que cette sage-femme devrait être remerciée de ses services ou en tout cas reformée ou prendre des vacances parce qu'on ne fait pas coucher quelqu'un comme ça. Et je trouve que j'espère que ça sera utile à d'autres mamans, d'autres femmes, voilà, d'entendre ça.
Ah mais oui, ça servira, hein, parce que c'est bien d'avoir le côté négatif de tout ça, enfin entre guillemets, c'est pas pour être pessimiste, parce que ça se finit très très bien. Mais voilà, c'est important de dire la vérité, quoi, de ce qui se passe. C'est ce que je veux dire, je sais pas si je dirais que c'est négatif. C'est négatif parce qu'en fait, et c'est là où c'est intéressant, c'est parce qu'il y a beaucoup de non-dits, en fait. Et il y a peut-être beaucoup de choses qui seraient produites différemment dans ma grossesse, dans mon projet bébé et dans mon accouchement, si c'était beaucoup plus ouvert, si la parole était plus ouverte et si les gens étaient un peu plus bienveillants, tu vois. Parce que les angoisses que j'avais et tout ça, tu vois, c'est ça, pourquoi ça vient de ça? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Parce que ma mère et ma grand-mère ont elles-mêmes eu des accouchements qui ont été affreux. Pourquoi ces accouchements sont affreux, tu vois? Qu'est-ce qui font que ces femmes de génération d'avant considèrent qu'aujourd'hui c'est normal d'avoir un accouchement affreux? C'est pas normal, Bah non. mais parce qu'on n'en parle pas. Parce que faut pas en discuter. Ou alors au moment où on doit préparer la femme qui va accoucher pour lui dire tu vas pas mourir, mais c'est affreux. Mais non, 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 pas comme ça, quoi. Donc je trouve que c'est important d'ouvrir la parole. Voilà. Et je remercie qu'on ait. C'était un peu long, j'espère que c'est pas trop long, mais c'était intéressant de pouvoir raconter. Mine de rien, c'est 2 ans et demi de ma vie, hein, résumé en 1 Ouais. heure, mais c'est 2 ans et demi de ma vie, ouais. Non mais c'était super, merci Eh beaucoup. ben tant mieux. Et je pense vraiment que ça va aider pas mal de femmes et d'hommes peut-être, Eh ben oui. de futurs papas et de futures mamans. Eh ben écoute. Merci Marjo. Merci beaucoup, à plus. Salut. Salut. Et voilà pour le témoignage de Chloé qui vient compléter celui de Mathieu, le papa, la semaine dernière. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible, cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sanstabou-podcast.com, sur Instagram @sans-tabou-, ou bien par mail à sanstabou.podcast@gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. À très vite et surtout soyez sans tabou!